On va l'avoir, on va l'avoir. Oui, OK. Là, c'est bon? Vous m'entendez? Bonsoir tout le monde. Merci d'être là en grand nombre pour cette séance publique du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du 10 février 2025. Je sais qu'il y a des gens dans la salle là, qui sont ici spécifiquement pour un point en particulier, là, mais simplement, là, je vais débuter en vous disant que c'est une séance publique. Là, on va être là pour répondre à vos questions, vos préoccupations, mais c'est une séance publique régulière du Conseil, donc on a plusieurs points, là, comme à l'habitude, à traiter en séance publique. La séance est enregistrée, sera disponible sur le web là, rapidement, puis il y a des gens en ligne aussi qui peuvent nous suivre là, présentement en direct ce soir pour nous poser des questions à la toute fin. Comme dans toutes les séances publiques de la Ville, on a toujours la lecture de l'ordre du jour, puis ensuite, suite à la lecture de l'ordre du jour, il y a un point qui est une période de questions spécifiquement sur les points qui ont été nommés à l'ordre du jour. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui vont vouloir discuter, échanger sur le règlement de tarification. La façon qu'on fonctionne au Conseil, c'est que la première période de questions est sur les points à l'ordre du jour. On se donne 30 minutes maximum pour cette période-là, puis ensuite, il y a une période de questions à la toute fin, où là, on pourra prendre tout autre sujet là, qui ne touche pas nécessairement à l'ordre du jour, puis on prendra le temps nécessaire pour répondre à vos questions. Ce soir, on veut vraiment être là pour vous entendre vos préoccupations et répondre du mieux qu'on peut, donc on prendra le temps nécessaire, mais je veux juste vous dire que cette première période de questions, on va quand même la limiter à 30 minutes, puisqu'il y a des gens dans la salle aussi qui sont ici ce soir pour les points réguliers de l'ordre du jour. Donc, par respect pour ces personnes-là, on va s'assurer qu'elles puissent, qu'on puisse passer à travers l'ordre du jour, là, adopter les résolutions comme il se doit. Puis, je le répète, on vous entend dans un premier temps, dans la première période de questions. Et après, à la fin, on revient avant de fermer la période avec toutes vos questions, préoccupations sur ce qui touche notamment le règlement sur la tarification. Alors, je vais avec la lecture de l'ordre du jour. On a en point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 2, la période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour, comme je le mentionnais. 3, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2025. 4, les dossiers de la mairie. 4.1, correspondance. 4.2, construction d'une nouvelle urgence et soins intensifs à l'hôpital de Maria, appui. 5, dossier de la direction générale et de la greffe. 5.1, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. 5.2, règlement 2025-497 sur la tarification. 5.3, règlement 2025-498 concernant la régie interne et la procédure des séances du Conseil. 5.4, règlement 2025-499 de type parapluie décrétant une dépense en immobilisation et un emprunt de 400 000 pour l'exécution des travaux de pavage, avis de motion et dépôt du projet de règlement. 6, dossier de la trésorerie, 6.1, compte à payer au 31 janvier 2025. 7, en urbanisme, 7.1, demande de dérogation mineure au 1772 boulevard Perron, lot 4 542 758. 7.2, demande de PIA paysage au 129 route Beaulieu, lot 3 887 782. 7.3, demande de PIA paysage au 394 rue de la Montagne, lot 6 289 433. 8, développement économique et tourisme, 8.1, octroi d'un mandat de gestion de projet en signalétique à la chaîne graphique. 8.2, renouvellement du mandat d'entretien paysager des plates-bandes pour 2025. 8.3, modification du représentant de la Ville au conseil d'administration de l'administration portuaire de Carleton-sur-Mer. 9, loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, renouvellement de l'appui financier pour le projet Bouge ta vie. 9.2, autorisation à la course Bouge jusqu'au bout du monde. Travaux publics en 10, on n'en a pas ce soir. 11, sécurité publique. 11.1, embauche de pompiers temps partiel pour le service sécurité incendie Avignon-Est. 11.2, rapport annuel des interventions du service sécurité incendie Avignon-Est. Prochaine séance en 13, 14, en 12, 13 autres sujets, 14 sur la table du Conseil, 15 périodes de commentaires, de questions et 16 levées de la séance. On avait le point sur le Congrès mondial acadien. Oui. Je trouverais qu'on va ajouter... 4 points de la mairie. Dans les points que je ne les vois pas ici. 4.3. 4.3. C'est un sujet qu'on a ajouté là, tout à l'heure en séance de travail. Je ne le vois pas, mais on va le passer. Donc, à 4.3, il y aura un point sur l'appui à l'organisation du Congrès mondial acadien. Alors voilà. Ça vous va, membre du Conseil, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Denise Leblanc. Merci. Ce qui nous amène au point 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. Avant de vous passer la parole, comme je vous disais, je vais peut-être en profiter pour faire un petit historique ou vous situer l'objectif de pourquoi il y a ce point-là, sa réglementation de tarification à l'ordre du jour ce soir. Première chose à noter, là,
Le règlement sur la tarification, c'est un règlement qui est obligatoire dans le monde municipal et qui vient définir l'ensemble des tarifs qu'on doit charger, adopter dans le monde municipal. À Carleton-sur-Mer, il y en a plusieurs. Là. Le camping, les locations de salles sont là-dedans, les émissions de permis, un permis de construction, ça coûte combien, etc. Donc, c'est un document là, assez complet là, qui recense l'ensemble de nos infrastructures et les tarifs qu'on doit charger. Donc, ce soir, c'est un règlement qu'on se doit d'adopter parce que la ville, on loue des salles, etc. Et on se doit d'adopter ce règlement sur la tarification-là. C'est pour ça qu'on vient de faire ce soir. Ceci dit, il y a un élément dans le règlement qui vous préoccupe particulièrement. Je pense que c'est la tarification pour les non-résidents pour l'utilisation de l'aréna, en fait. Pourquoi on arrive avec cette tarification pour les non-résidents ce soir ou pourquoi on est arrivé avec ça en janvier dernier? Je vais vous présenter. Donc, l'aréna, c'est un aréna, c'est une infrastructure qui sert l'ensemble de la population de Carleton-sur-Mer, des municipalités avoisinantes. C'est une infrastructure qu'on a mis à jour, qu'on veut continuer d'entretenir. C'est notre souhait premier derrière tout ça à la ville, c'est de pouvoir offrir à notre population et aux populations avoisinantes la chance de pouvoir pratiquer ces sports-là. Ça a toujours été notre vision à la ville. D'ailleurs, il y a toujours eu une gratuité de glace qui est offerte tant à l'association de hockey mineur qu'au club de patinage artistique. La ville ne charge pas pour la glace. La ville offre aussi les revenus de commandite. Lorsqu'il y a de l'organisation de tournois aussi, c'est des revenus qui reviennent aux associations. Derrière ça, notre objectif, c'est de favoriser l'accessibilité, je le répète, mais c'est important à ce sport-là pour tous et toutes. Maintenant, on a aussi des défis dans la gestion municipale et des préoccupations, je vous dirais. Notre aréna, c'est une aréna de dimension 200 par 85, la dimension standard, elle peut accueillir 900 personnes. C'est quand même une infrastructure qui est ouverte 10 mois par année. On a un directeur, on a une coordonnatrice, on a 4 employés formés syndiqués qui travaillent à l'aréna, on a un préposé au bâtiment. Et elle est utilisée, le bon an, mal an, à peu près 60 heures semaine par... les principaux utilisateurs, c'est l'association de hockey mineur, le club patinage artistique, puis ensuite, on a les ligues adultes. Il y a des réservations occasionnelles. On a des ententes aussi avec les écoles, les institutions d'enseignement qui utilisent, les jeunes peuvent aller à l'aréna. C'est une infrastructure, c'est un acquis qu'on a dans la ville. On est très heureux, on est très fiers de l'avoir. Maintenant, moi, depuis longtemps, j'ai une préoccupation parce qu'on regarde les finances. On est là comme conseil municipal pour administrer pour l'ensemble de la population. Puis moi, j'avais une préoccupation. Ça remonte à 2017, je vous dirais, lors des élections, lorsque je me suis présenté à la mairie. J'ai fait du porte-à-porte, j'avais fait le 2 tiers, 3/4 de l'ensemble des résidents. J'avais mon petit dépliant. Je parlais de mes grandes orientations quand je voulais me lancer à la mairie, donc comme maire, ce que je voulais faire. Puis il y avait dans ces engagements-là, en 2017, je parlais de l'enjeu de l'équité des infrastructures supralocales. C'est un dossier là, qui est partout au Québec, dans toutes les régions, je siège sur différentes tables, je suis beaucoup impliqué au niveau de l'Union des municipalités du Québec. Les villes-centres comme Carleton-sur-Mer ont des infrastructures qui servent aux populations avoisinantes. Et dans des centaines de municipalités partout au Québec, on a des exemples, là, bon, New Richmond, on en a parlé abondamment avec la piscine, mais il y a aussi des ententes intermunicipales sur l'aréna à Bonaventure, à Passepébiac, il y en a à Matane, à Rimouski, bon, il y en a partout au Québec, dans toutes les régions. C'est une pratique courante de s'entendre dans une municipalité pour offrir un service. Et donc, pour moi, je trouvais que c'était intéressant et important d'en arriver avec une entente de la sorte à Carleton-sur-Mer pour mieux un peu refléter l'utilisation de l'aréna. 58 des utilisateurs de l'aréna qui proviennent de Carleton-sur-Mer, 42 qui proviennent des municipalités avoisinantes. On se disait, est-ce qu'on peut travailler ensemble, les municipalités, comme des municipalités partout au Québec, pour s'entendre et pour dire, pour nous, c'est un service qu'on offre à notre population. Tout le monde paye l'aréna à travers son compte de taxes. La maison moyenne paye 160 $ par année pour l'ensemble des maisons moyennes à Carleton-sur-Mer. C'est ce que ça coûte pour offrir le service de l'aréna. Ça représente 5,7 du budget de la ville. Dans la taxation, en fait, du montant qui est taxé aux citoyens, il y a 5,7 de ce montant-là qui sert à payer l'aréna. Là, elle est utilisée et c'est tant mieux, puis on veut que ça se poursuive. Donc, 2017, j'annonce en campagne électorale, j'en ai parlé dans les médias, j'en ai parlé dans le débat, j'en ai parlé souvent. 2018, j'ai initié une rencontre avec les maires de Nouvelle et de Maria. Ça, c'était dans l'ancien conseil municipal. Les dernières élections municipales ont eu lieu en 2021. J'ai initié des rencontres avec les maires de Nouvelle, de Maria, de New Richmond sur le partage des coûts de l'aréna. Les premières préoccupations qui m'ont été nommées par mes collègues,
il y avait beaucoup de questionnements à l'époque sur les coûts de l'aréna. Parce que ça coûtait, de mémoire, à peu près 250 000 par année à opérer l'aréna, le déficit d'opération. Et bon, mes collègues posaient des questions, mais pourquoi ça coûte cher comme ça? Qu'est-ce qui coûte cher de même? Suite à ça, parce que moi, je me suis dit, bon, on avait parlé avec le conseil, évidemment, on va regarder de notre côté, on va faire nos devoirs, puis on va voir s'il y a possibilité, avant de demander aux municipalités voisines de nous aider à contribuer, on va s'assurer, nous, de bien administrer notre aréna. On a, dans un premier temps, on a fait un petit sondage là, pour l'ensemble des municipalités dans l'Est du Québec, dans le Bas-Saint-Laurent, dans la Gaspésie, qui ont des arénas pour voir combien ça leur coûte. Et bon an, mal an, là, à ce moment-là, en 2018, ça coûtait entre 200 000 et 300 000 à déficit d'opération de l'aréna. C'est ce que ça coûte. Ça a augmenté un peu avec les années. Puis nous, on était à 250 000. Ce que je veux dire derrière ça, c'est que donc, on était dans la moyenne. L'aréna est bien administrée, bien gérée. C'est pas il y a à peu près 2 ou 3 arénas au Québec qui sont rentables. On s'entend, c'est un service qu'on offre. On est là pour offrir ce service à la population-là, mais il n'y a pas d'argent à faire avec un aréna, bien évidemment. Donc, suite à ça, on a fait nos devoirs, on a regardé. Il y a eu des questionnements aussi des maires avec qui j'avais discuté concernant l'utilisation de l'aréna, notamment des associations. Donc, j'avais fait des rencontres avec l'équipe, avec des représentants des usagers, l'association de hockey mineur, club de patinage artistique, entre autres. Ça, c'est en 2019, pour voir comment ça se passe de votre côté. Est-ce qu'on peut travailler? Est-ce qu'on pourrait envisager d'avoir un petit montant qui est chargé à l'association du hockey mineur? Il y a des municipalités qui chargent 5 de l'heure pour louer la glace. Il y en a d'autres, c'est 10. Il y en a d'autres, c'est un montant annuel. Il y a différents modèles un peu partout au Québec. Puis à ce moment-là, ce que les associations nous avaient dit, c'est déjà difficile pour nous d'avoir des jeunes, d'aller chercher. Puis eux, leur volonté, c'était d'avoir un coût, une tarification, un montant d'inscription le plus bas possible pour faciliter, pour avoir le maximum d'utilisateurs. Donc, on est reparti avec ça. Il y a eu différentes, je ne les ai pas tous mis, mais j'ai eu plusieurs rencontres avec les élus pour parler de ça et pour revenir là-dessus. Et ensuite, en 2022, on s'est remis de façon plus intensive, je dirais, là, à la discussion. Il y a eu des élections en 2021. Puis là, je le rappelle, là, mais 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, il n'y avait pas de projet de réfection d'aréna, il n'y avait pas de PAFIR, qui était le programme d'aide financière. C'était même pas dans les cartons que de refaire l'aréna. On avait déjà des discussions, je l'avais en 2017, avant même le projet de réfection. Et dès le début, vous allez le voir tout à l'heure, mais l'objectif n'a jamais été de faire payer pour les rénovations de l'aréna. C'est important de le comprendre. Ça a toujours été de se répartir le déficit d'opération. Il y a des municipalités qui se répartissent le déficit d'opération et les investissements. Nous, ce n'était pas l'intention du conseil, ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Donc, en 2022, j'ai fait une présentation au maire de Maria, une nouvelle. On s'est assis aussi avec les directions générales, avec les responsables des sports et des loisirs de ces municipalités-là, pour leur présenter le résultat, les chiffres. On a tout mis nos données financières, l'utilisation de l'aréna, les horaires, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais entre 2018 et 2022, on a revu les horaires pour améliorer les choses, pour réduire nos charges d'opération. Donc, on a travaillé fort à ce niveau-là. On a eu des présentations aux maires, aux directions générales, en leur expliquant un peu notre volonté, notre intention à la ville. Et à chaque fois, ce que les municipalités nous ont dit, c'est non, ça ne nous intéresse pas de payer pour cette infrastructure-là. Ensuite est arrivé 2023, on a eu l'acceptation, on a fait les travaux un petit peu avant 2023 qu'on a été accepté. Mais on a fait les travaux de mise à niveau de l'aréna. 6,5 millions qui ont été mis dans l'aréna, 4,3 millions sous forme de règlement d'emprunt à la charge de nos citoyens. Et là, la question qu'on se posait depuis plusieurs années, ça a toujours été, qu'est-ce qui arrive si les municipalités n'adhèrent pas? Bon, on ne veut pas faire payer les jeunes, on veut que les municipalités, on considère que pour nous, c'est un service qui devrait être offert à la population. Comme 40% de la population, des utilisateurs de l'aréna proviennent de l'extérieur, on trouvait raisonnable d'aller chercher une contribution de ces municipalités-là. Et à chaque fois, on nous disait, non, ça ne m'intéresse pas, on ne veut pas payer. Et devant cette réponse-là, c'est toujours ça l'enjeu, puis c'est le même partout au Québec. On n'a pas beaucoup de moyens pour trouver une solution alternative. Je vous dirais qu'on y a réfléchi, puis on a parlé avec des collègues, puis on a cherché des solutions, puis on n'en a pas trouvé. La seule solution qu'on a, c'est de dire, si vous n'adhérez pas, on va devoir, comme encore une fois dans plusieurs municipalités au Québec, implanter une double tarification. Une tarification pour les résidents, puis une pour les non-résidents. Ça remonte, mais ça a toujours été dans les discussions. Donc, en juin 2024, en juin dernier, on s'est
assis avec les municipalités de New Richmond, Maria, Skiminac et Nouvelle en leur ramenant encore une fois notre intention, notre volonté. Et à ce moment-là, ce qu'on a dit, c'est, parce que la question nous était toujours posée, combien vous allez charger aux jeunes si on ne signe pas l'entente? Et à ce moment-là, ce que les municipalités nous disaient, c'est, si ça coûte moins cher, on va rembourser individuellement aux parents, plutôt que de payer pour signer l'entente. Et ça, c'est ce qu'on ne voulait pas, nous, à la Ville, que d'envoyer des factures aux parents et que la municipalité rembourse. Donc, il fallait s'assurer que les montants qui soient demandés couvrent minimalement, soient plus élevés, en fait, que le montant de l'entente intermunicipale qu'on souhaitait signer avec les municipalités. Donc, en juin, on est arrivé avec cette proposition. Je vais vous présenter les données, là, ce qu'on a présenté aux municipalités en juin dernier, en leur disant, regardez, si vous n'adhérez pas à ce projet-là, ou si on ne peut pas s'asseoir ensemble pour en discuter, la seule option que nous, on voit, c'est de mettre en place une double tarification. Et à ce moment-là, on a dit aux municipalités, comment vous voyez ça? Au début, il y en a qui ont réfléchi, on dit, on pourrait peut-être rembourser une partie aux parents, puis au final, ils sont venus et nous ont dit, ben, puis ce qu'on a proposé aux municipalités, c'est 1 500, là, le montant qu'on disait qu'on allait tarifer pour les non-résidents. Les municipalités nous ont dit, ben, allez-y avec cette tarification-là, puis on pense que les gens vont être en mesure de payer, vont faire des choix, puis s'il y a de quoi, bon, on pourrait les supporter et les appuyer. C'est la réponse qu'on a reçue. Donc, devant cette réponse-là, puis moi, je me rappelle, j'argumentais, je disais, êtes-vous conscient que c'est un montant important? Là? On sait qu'il y a des familles qui ont 3 enfants dans leur hockey mineur. On est très conscient des impacts de cette tarification-là. Et là, suite à ça, on a envoyé une lettre officielle. Nous, on s'est dit, bon, on va... Parce que ça faisait souvent qu'on se faisait dire non, mais tu sais, en rencontre... mais là, on s'est dit, on va demander une réponse officielle des municipalités en leur disant noir sur blanc à l'ensemble des conseils municipaux. Si vous n'adhérez pas, voici la tarification qui va s'imposer, 1 500 $ par jeune non résident. Et bon, on a reçu des refus des municipalités de Maria et Nouvelle. New Richmond nous ont dit, on comprend, on est prêt à s'asseoir ensemble et à regarder. Parce que dans les discussions, nous, ce qu'on a toujours dit aussi, c'est qu'on est conscient qu'on n'est pas le seul aréna dans le secteur. New Richmond a un aréna, Nouvelle aussi a un aréna. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on a présenté des formules de calcul en disant, bien, on est prêt à discuter. Si vous avez d'autres idées, d'autres formules de calcul, on s'est beaucoup basé sur l'entente sur la piscine à New Richmond parce que c'est une entente qu'on connaît, à laquelle on a déjà travaillé. Et donc, on est parti avec ces différentes formules-là, mais ce qu'on a dit, c'est New Richmond, vous avez un aréna, Nouvelle, vous avez un aréna. Prenez notre tableau Excel, notre formule de calcul, puis on peut la modifier. On va s'entendre sur une formule de calcul. Et une fois qu'on se sera entendu sur cette formule-là, bien, on va rentrer les données des autres arénas. Donc, Nouvelle, dites-nous ce que ça vous coûte d'accueillir des résidents de Carleton-sur-Mer dans votre aréna. Dites-nous vos revenus, vos dépenses, le pourcentage d'utilisateurs qui sont de Carleton-sur-Mer. Qu'est-ce que ça vous coûte? On va prendre cette même formule-là, puis on va l'appliquer à notre aréna, et on va vous dire, nous, ce que ça nous coûte accueillir vos résidents, et on va déduire le montant de vos frais à vous. Même chose à New Richmond. Donc, New Richmond nous est revenu en nous disant, d'accord, on va s'asseoir ensemble, et on travaille présentement à ce niveau-là à déterminer là, les utilisations, quelle année de référence on prend, etc. Mais on a bon espoir de signer une entente avec New Richmond, ce qui veut dire que au moment où une municipalité a une entente de signer avec Carleton-sur-Mer, la double tarification ne s'applique pas. C'est important de le mentionner, le règlement de tarification, on l'adopte ce soir, je le disais, parce qu'il y a plusieurs tarifications. Il y en a une centaine dans l'ensemble du règlement, dont celle de l'ARENA. Mais il y a aussi un élément qui dit dans le règlement de tarification que le tarif non résident va s'appliquer pour les municipalités qui n'ont pas signé d'entente. Sachant que les inscriptions en mineurs, patinage artistique, ça se déroule au mois d'août, septembre, on a encore jusqu'au mois d'août, septembre pour convenir d'entente. Puis à partir du moment où on s'entend, c'est notre souhait le plus cher, bien, cette tarification-là ne s'applique pas. Donc, l'enjeu, il n'est pas ce soir avec l'adoption du règlement, c'est plus dans les discussions futures à venir. Donc, là, on est en pourparlers avec New Richmond. Et suite au refus des municipalités, on a mis en action ce qu'on a dit qu'on allait faire dans notre lettre. Finalement, on est allé à 1 200 par non-résident et on a rencontré les associations pour les aviser de ce choix-là de la Ville à l'été dernier. Bon, finalement, les associations nous ont dit, là, on est à l'aube des inscriptions, c'est complexe, c'est trop serré. Pour mettre en place cette tarification-là, il y avait des questionnements sur la mécanique, qui va envoyer la facture, comment ça va être payé, etc. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a choisi de faire, le Conseil a choisi de prendre une petite pause en disant, OK, on va retravailler ça, on va bien analyser la mécanique de comment faire pour adopter ce règlement-là.
Et on va vous revenir prochainement avec la marche à suivre. Et d'ailleurs, tout au long de ces différents jalons-là que vous voyez à l'écran, j'ai fait des entrevues. À chaque fois qu'il y avait des développements, j'ai fait beaucoup d'entrevues dans les médias depuis 2018 à ce sujet-là. Donc, ce n'est pas nouveau. Les municipalités, ce n'est pas nouveau pour elles parce qu'on a eu 5, 6, 7, 8 rencontres avec les municipalités, avec les maires, avec les directions générales, avec les responsables du sport et loisirs. Donc, il n'y a pas de cachette de Carleton-sur-Mer, ça a toujours été fait en toute transparence. Donc, l'été 2024, on a les refus, on dit aux municipalités, on s'en vient avec la double tarification. Et là, depuis l'été dernier, ce qu'on a travaillé c'est sur le projet de règlement qu'on a adopté, qu'on a proposé en janvier, puis qu'on adopte ce soir, qui vient déterminer le 1200, puisqu'il y avait différents enjeux, là, mais au niveau de comment qui doit envoyer la facture. On ne voulait pas que ce soit les associations qui soient responsables d'envoyer cette double tarification-là. Donc, on a mis en place le règlement de sa tarification. On s'est harmonisé là, du côté de l'Union des municipalités du Québec pour s'assurer que tout était fait dans les règles de l'art, puis la réglementation donc respectait les différentes lois et règlements du Québec. C'est là où on en est présentement. Plus spécifiquement, sur le projet d'entente qui avait été proposé, je l'ai dit dès le départ, dans le graphique là, à gauche que vous voyez, c'est ce que ça coûte c'est ce que ça coûte aux contribuables de Carleton-sur-Mer pour avoir cette arène. 594 522, c'est le budget avec les chiffres qui ont été présentés aux municipalités l'été dernier. Ça a été modifié un peu, mais on a repris les chiffres qu'on avait présentés aux municipalités. C'est ce que ça coûte aux contribuables de Carleton-sur-Mer pour avoir cette infrastructure-là. Là-dessus, il y a 310 000 qui incombent au règlement d'emprunt pour les projets de travaux de réfection de l'aréna. On l'a dit, je le répète, les municipalités ont été consultées avant, pendant et après les travaux. On a eu des discussions, puis ça a toujours été dit que les municipalités, on ne souhaitait pas les faire payer pour les travaux. Donc, il y a ce 310 000-là, c'est Carleton-sur-Mer qui l'absorbe à 100 %. Après, ce qu'on a dit aux municipalités, c'est une proposition qu'on leur a faite en disant très clairement qu'on était ouvert à discuter. On leur a dit, maintenant, ce qu'on souhaiterait répartir, c'est le déficit d'opération. Ce que ça coûte à opérer le budget à chaque année, les revenus de location de glace, moins les salaires. On a dit, on va prendre 25 % du déficit d'opération, puis on va le payer, nous, à la ville. Donc, l'entente, elle va reposer sur le partage de 75 % du déficit d'opération. Ça représente 213 391. Ça, on a dit aux municipalités, on aimerait que 75 % de déficit d'opération, qu'on se le répartisse ensemble, incluant nos résidents. Donc, de ce 213 391, c'est la portion de droite. Nous, on a dit, Carleton-sur-Mer, les usagers de Carleton-sur-Mer, c'est 40 % des usagers qui viennent de chez nous. 60 %, pardon. Donc, on va payer 60 % de ce montant-là, qui représente 127 300. Maria, 19 % des usagers. Au moment où on discutait avec eux, là, en juin dernier, c'était les chiffres de 2023. Ça représente 39 800. Nouvelle, 12 % des usagers, 25 480. Vous voyez, là, New Richmond, 13 801. Et Escuminac, pour 3 % 6 901. Donc, ça, c'est les montants qui ont été proposés aux municipalités pour adhérer à l'entente intermunicipale. Plus concrètement, présenté différemment, ce que ça veut dire, c'est au total, il y a 402 usagers. C'était en 2023. Là, on se réfère toujours à l'année d'avant pour avoir les statistiques. Sur les 402 usagers, il y en avait 240 de Carleton-sur-Mer. Ça représente 60 % du total des usagers. Et nous, on a dit, avec ce que vous avez présenté tout à l'heure, ce qu'on a dit, ce que ça représente, c'est 198 528. C'est la portion que Carleton-sur-Mer voulait payer du déficit d'opération. Donc, c'est 70 % du déficit d'opération. Et on ajoute à ça, évidemment, le paiement pour les infrastructures, le 310 000 qui est à notre charge seulement. Donc, Maria, 19 % des usagers se retrouvaient à payer 14 % du déficit d'opération, etc. Donc, c'est une facture de 284 000 au total sur le déficit d'opération qui était réparti de cette façon. Et vous voyez en bas la proportion des usagers par municipalité. Alors, c'est ça la logique qui nous a animés, qui nous anime encore aujourd'hui. C'est encore notre souhait, je le dis, je le répète abondamment dans les dernières semaines. On se devait d'arriver avec une réglementation parce qu'à un moment donné, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de dialogue avec les municipalités, il n'y avait pas d'intérêt. Et nous, on disait, on pense que c'est correct
de cette façon de faire-là, avec les montants qu'on vous demande, on veut s'asseoir et discuter. J'ai proposé aux municipalités de m'asseoir avec les conseils municipaux pour les rencontrer, pour échanger, ce qu'elles n'ont pas souhaité faire. Maintenant, depuis 2 semaines, ça bouge beaucoup. J'ai eu des discussions avec mes homologues. Il y a une certaine ouverture à ce que je puisse discuter avec les municipalités. On demande à échanger, à discuter, à voir les chiffres des autres, s'asseoir ensemble et essayer de convenir d'une meilleure façon de faire. On est toujours à la recherche de solutions et c'est ce qu'on propose aux municipalités. Donc, c'est là où on en est ce soir. C'est pour ça que cette réglementation-là sur la tarification arrive ce soir, le 10 février. Donc, ce soir, on adopte. La dernière rencontre, on a donné l'avis de motion, on a présenté un premier projet. C'est comme ça qu'on fonctionne dans le monde municipal. On va l'adopter ce soir avec la tarification. Et je le répète, ce montant-là va s'appliquer au moment des inscriptions l'été prochain s'il n'y a pas d'entente entre les municipalités. Il va s'appliquer dans les territoires où les municipalités n'ont pas d'entente. Alors voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Évidemment, je suis convaincu que vous allez avoir des questions, suggestions. Je le répète, dans la marche à suivre, ce que je vous invite à faire, c'est la première période de questions sur les points à l'ordre du jour, dont celui-ci. Je vous invite à poser vos questions, on va y répondre. On va se donner 30 minutes jusqu'à 20 heures. Puis après ça, on poursuit dans la séance publique et à la fin, on revient puis on va prendre le temps nécessaire pour faire le tour. Comme il y a des gens qui sont en ligne et il y a des gens, je sais qu'il y en a qui ont des voix qui portent dans la salle, mais quand vous êtes à l'avant, les gens dans les rangées derrière vous ne vous entendent pas. Alors, ce que je vous invite à faire pour que les gens en ligne puissent entendre, c'est d'aller au micro. Il y a 2 micros, un de chaque côté. Je vous invite à simplement vous nommer et aller avec questions, commentaires. On est là pour y répondre. Même chose pour les gens en ligne, vous pouvez lever la main puis est-ce qu'on peut les entendre ou ça va être dans le clavardage pour les gens en ligne, vous pouvez poser des questions écrites avec le texte. Oui, monsieur. Bon, moi, c'est Rémi Essian. Puis, j'aurais 2 points à poser des questions. Là. Premièrement, on va commencer avec le point 8.1, l'octroi de contrat de graphiste. Là. Ça, c'est le 300 000 qu'on va mettre pour changer la signalisation à Carleton. Oui, effectivement. Oui et non, là, c'est en lien. Ce qu'on souhaite, c'est de refaire l'affichage à la ville. On a travaillé avec une firme pour nous proposer un concept d'affichage. On a un concept qu'on a présentement. Et là, ce qu'on veut faire en 8.1, c'est de donner un mandat à une firme pour monter l'appel d'offres et travailler avec les contractuels pour que ça puisse se réaliser, aller en soumission. Donc, on n'a pas les coûts exacts. On va les savoir lorsqu'on va avoir les soumissions, mais on l'estime à environ 300 000. Mais le 8.1, c'est un mandat de 5 650 qui serait donné à une firme pour nous accompagner pour réaliser ce projet-là. Mais si vous avez de la misère à gérer l'aréna, pourquoi vous n'oubliez pas c'est pas si urgent que ça. Là. Le monde sait, on est capable de dire les pancartes qu'il y a là. Allez-vous les mettre en bright ou quoi? Bien, l'enjeu, c'est pas si on a de la difficulté ou pas à payer pour l'aréna. L'enjeu, c'est un enjeu d'équité fiscale. La maison moyenne, tout le monde, utilisateur ou non, de l'aréna, paye 160$ par année pour les résidents qui ont un compte de taxe à Carleton-sur-Mer. C'est ça en moyenne ce que ça coûte. Ce qu'on dit, c'est on est capable de payer, on le paye l'aréna. Mais ce qu'on dit, c'est peut-être que les municipalités qui sont à 40% utilisatrices de cette aréna peuvent nous contribuer en partie à nous aider à payer pour cette infrastructure-là. Ce n'est pas une question de faire des choix entre est-ce qu'on met l'affichage ou est-ce qu'on paye pour l'aréna. Puis, une autre question, ce serait pour le 5.1, la réglementation. Moi, j'ai joué au hockey dans les années 60, puis mes enfants ont joué, puis mes petits-fils jouent. Puis New Richmond n'a jamais joué avec Carleton. Comment se fait qu'on va avoir une entente avec New Richmond? Pour le hockey mineur, les territoires sont divisés, là, sont déterminés. Mais dans le cas de New Richmond, dans les données qu'on avait là, de 2023, c'était essentiellement les adultes là, qui utilisaient l'aréna de New Richmond. Donc, les ligues adultes, il y a des adultes de New Richmond qui jouent à Carleton-sur-Mer et vice-versa, mais ce n'est pas les jeunes du hockey mineur. Il y a des pratiques, pas des pratiques, mais des parties de hockey mineur. Mais le montant qui était demandé, c'était lié à l'utilisation par les adultes. OK. Donc, c'est beau. Patin artistique. Ah, il y avait du patinage artistique sur qui était question. Je voudrais vous demander. Moi, mon garçon, il ne peut pas avoir accès à l'aréna.
Puis il y a Mme Huard de Passepébiac, puis une Mme Parent, son fils ne peut pas y aller non plus. Allez-vous nous débourser un montant pour ça? Je ne comprends pas votre question. Bien, allez-vous nous donner un crédit sur nos taxes pour ça? Parce qu'ils n'ont pas accès à l'aréna, eux autres. Ils ont payé pour l'aréna, puis vous voulez faire payer ceux-là de nouvelles qui ont peut-être bien une vingtaine, 30 joueurs qui vont venir jouer à Carleton. Bien, en fait, je comprends que l'accessibilité au bâtiment n'est pas à votre satisfaction. Mais il y a quand même un bâtiment qui est accessible maintenant. La mezzanine est accessible avec des salles de bain qui le sont présentement. Est-ce que c'est parfait? Non, on en est tous conscients, puis on travaille à mettre en place des solutions pour améliorer la situation. Mais dans le contexte, c'est ce qu'on pouvait faire, mais on va continuer d'essayer d'améliorer cette situation-là. Mais ça fait longtemps que vous le dites, parce que moi, l'année passée, la machine, le monte-personne, il était brisé toute l'année. Puis cette année, j'y étais, il n'y avait pas de neige en nulle part, à part qu'à l'entrée. Puis si tu veux aller attendre l'ascenseur, il y a des chances qu'il y ait une chute de glace sur la tête. Puis après ça, il faut que tu t'appelles en aréna parce que c'est barré, tu ne peux pas te servir de bouton. Fait que c'est complètement inutile ce que vous avez fait là. C'était très mal fait. Puis ne pas dire que vous avez rénové l'aréna comme il faut, c'était mal fait. Puis en plus de ça, la semaine passée, la glace était défectueuse, le système de refroidissement. Ça a un an, ça ne marche déjà pas. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, puis tout ce qu'on voit dans l'aréna qui a été fait, c'est la tour à l'extérieur, puis il en a manqué parce qu'il y a des bouts qui ont resté jaunes. Fait que, oui, il y a eu un bris, là, il y a une semaine ou deux, mais c'est le système de réfrigération, là, les tuyaux qui sous la dalle, dans la dalle, mais ces tuyaux-là n'ont pas été remplacés dans le projet. On a mis 6,5 millions dans l'aréna. Il reste des travaux à faire, vous le savez, là, puis les utilisateurs le voient aussi. C'est pas parfait, mais c'est pas des nouveaux éléments qui ont été remplacés dans les. Mais qu'est-ce qui a été remplacé pour 6,5 millions? Qu'est-ce qui a été mis? Ça a été toute l'enveloppe extérieure, tout le système de ventilation, de réfrigération là, qui contrôle l'air ambiant dans l'infrastructure. Toute la partie mezzanine en haut, là, toutes les divisions ont été refaites principalement. Donc, en gros, c'est beaucoup, toutes les composantes techniques de base, l'électricité, la plomberie. Il n'y a rien de sexy là, dans les rénovations qui ont été faites, mais ce qu'on voulait, c'est de la mettre à niveau pour la rendre correcte pour les prochaines années. Après, il va nous rester des montants à mettre dans les chambres des joueurs, etc. On en est bien conscient. Mais on a fait le minimum pour pouvoir assurer que l'aréna puisse continuer parce que l'aréna, on avait des enjeux système de réfrigération. Ça faisait 3-4 années qu'à chaque printemps, on se croisait les doigts pour s'assurer que ça fonctionne. Pour les utilisateurs, là, au mois d'août, au mois de septembre, là, lorsqu'il y avait des écoles de hockey, il y avait de la condensation dans le bâtiment. C'est un bâtiment qui n'avait pas été conçu à l'époque, qui n'était pas isolé. On l'a isolé. Donc, c'est des frais importants pour ces travaux-là. Puis on est arrivé aussi après pandémie avec les coûts, avec l'augmentation des coûts. C'est ce qui a fait que ça a été ces montants-là. Mais c'est des travaux de base qui étaient requis pour la maintenir notre aréna. En tout cas, vous devrez aller voir, vous informer Sylvain, pas Sylvain, mais Casey de Nouvelles, il s'en a fait une chez eux, puis il n'a pas demandé de subvention. Et peut-être qu'il aurait été mieux que les beaux ingénieurs. Puis, c'est ça, c'est totalement loufoque. On perd du temps sur des choses. Tu sais, on a une toilette à 680 000. On a un jeu d'eau qui dépense 2 tankers de 45 pieds par jour. Puis, vous dites que vous calculez, mais je trouve que vous calculez trop. Vos calculs sont bizarres. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Merci. D'autres questions, commentaires? Bien, moi, je vais parler au nom des parents du comité de nouvelles. Il y a une lettre qui a été envoyée aujourd'hui au conseil à nouvelles et au conseil, mais j'aimerais vous la remettre en main propre aujourd'hui, avec des témoignages de jeunes hockeyeurs de nouvelles aussi. Puis aussi, je vais regarder. Puis, en vrai, nous, ce qu'on désire, c'est que les parents de nouvelles pourraient participer à la recherche de solutions présentement avec vous. Si vous avez besoin de l'aréna à Nouvelles parce qu'il y a un autre bris, ça va nous faire plaisir de vous accueillir à Nouvelles pour les pratiques ou même des parties.
Sans frais. Fait que je Ben, vais aller écoutez, oui. non, j'allais aller vous remettre Ouais. votre... Ben, on a une belle collaboration avec la municipalité de Nouvelle, je l'ai dit, sur le partage de l'aréna. C'est deux infrastructures qui sont complémentaires. On sait qu'il y a des matchs qui se font de côté et d'autre. Il y a des adultes, il y a une soixantaine d'adultes qui vont jouer à Nouvelle. On en est très conscients. Et on veut le reconnaître. Puis je le répétais encore à la mairesse la semaine dernière. Nous, ce qu'on dit, c'est dites-nous ce que ça vous coûte pour nous accueillir, puis on est là pour travailler en collaboration. C'est ce qu'on demande depuis le début. Maintenant, c'est deux infrastructures qui sont différentes. La nôtre est ouverte 10 mois par année. Donc, on pense qu'à deux, on arrive à bien compléter et à répondre aux besoins. Mais les deux sont utilisés, les deux ont leur plus-value, puis répondent à des besoins sur le territoire, puis on veut que ça se maintienne. Mais oui, pour l'ouverture, à discuter avec les parents, là, je sais que vous aviez ciblé une personne, mais on est à la recherche de solutions. On ne demande pas mieux que ce soit tout le monde ensemble pour trouver des solutions, donc ça va nous faire plaisir. Mais oui, on va pouvoir recueillir votre lettre. Merci. Je l'ai reçu par courriel, on l'a transféré à l'ensemble des membres du conseil, mais on va la prendre. Merci. Oui. Salut Mathieu. Salut. Non, s'il vous plaît, on va demander pour les gens en ligne. Comment? Je vous demande de vous identifier. J'ai oublié de demander. Guillaume Lapointe. Merci. Yes. Mathieu, c'est ça, moi j'aurais une question. Dans le fond, ma grosse question, c'est pourquoi on est rendu là aujourd'hui avec ça. Dans le fond, si j'en comprends bien, il n'y a comme pas eu d'entente qui s'était faite, qui a été pris avant, puis on savait qu'il y aurait eu des coûts comme ça, comment tu les appelles, les coûts ces coûts-là, en tout cas, de surplus un peu, là. Tout ça d'opération, les coûts de déficit d'opération, exactement. On sachait ça depuis le début. Durant une couple d'années, on a rencontré des municipalités puis tout ça. Puis là, je sens qu'on est devant, on a fait un projet en sachant qu'on aurait eu ces coûts-là puis qu'on n'avait pas d'entente. Puis on est devant les faits accomplis aujourd'hui. Puis qu'est-ce que je pense que les gens sentent aussi dans la salle, c'est que c'est des enfants qui sont pris en otage là-dedans. Tu sais. Puis je comprends qu'il y a eu un consensus de gens intelligents à la ville qui ont parlé de ça, puis que ça a été voté, puis ça a été sorti. Fait que ça, c'est un peu ça qui je pense, qu'on trouve qui est malheureux, là, tu sais, puis, je veux dire, moi, ma crainte, moi, je viens de Maria, j'ai un enfant qui joue au hockey aussi, puis ma crainte, ça va être, vas-tu avoir un bâtiment qui va se faire à Carleton, on ne sera pas informé, un bâtiment de 20 millions, puis la facture va être envoyée à Nouvelle, puis à Maria dans le futur. Là. Si ça marche de même, je veux dire, me semble, moi, je pense que les arrangements devraient être pris avant de se lancer dans des projets comme ça. Oui, bien, tu sais, je l'ai dit, là, mais la question est bonne, là, mais l'objectif, ça n'a jamais... Le projet de réfection de l'Aréna n'a pas d'impact sur notre démarche. Moi, en 2017, je le disais, puis ça n'existait pas, ce projet de rénovation d'Aréna. Donc, c'est deux éléments. Je comprends que c'est arrivé en même temps. On s'est posé la question au début. On met en place la double tarification. Là, l'Aréna est en mauvais état. On ne savait jamais trop si elle allait lâcher. Puis là, on s'est dit, c'est peut-être pas un bon timing pour demander, pour arriver avec cette imposition-là. Après ça, est arrivé la COVID, est arrivé les travaux. On s'est dit, on n'arrivera pas dans la COVID, on ne le fera pas pendant les travaux, on va attendre. Là, l'Aréna est faite. À ce moment-là, on arrive. Mais elle a été construite en 74-75. Il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures. Ça coûtait moins cher à opérer à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, avec tous les nouveaux systèmes, les nouvelles réglementations, ça coûte de plus en plus cher à opérer. On a beaucoup d'infrastructures dans la ville, donc on en est rendu à ce point-là, mais c'est détaché du projet de réfection. Et pour les nouvelles infrastructures, on a d'ailleurs déjà eu un projet de piscine. Ça remonte, là. Moi, j'étais conseiller en 2013-2017. Puis, on avait travaillé sur un projet de piscine, c'est quelque chose qui nous intéressait. Mais d'abord, dès le début, on a impliqué les municipalités voisines en disant, est-ce que ça vous intéresse? Parce qu'au prix que ça coûte maintenant à construire et à opérer, on ne peut plus se permettre d'être tout seul à assumer ces infrastructures-là. Puis, à l'époque, puis c'est bien correct, mais tout le monde, les municipalités ont dit, bon, peut-être pas... On comprend, Mathieu, que ça ne les intéressait pas, les autres municipalités, d'embarquer. Si après une couple d'années, vous les avez rencontrés comme ça, bien, vous avez été de l'avant quand même avec le projet. Puis, je veux dire, moi, on l'a gagné en tant qu'LFG. Je veux dire, je ne l'ai pas volé à personne, vous ne me l'avez pas donné. Là, mais je veux dire, c'était un beau projet, mais c'est ça qui est plate un peu. Là, on est devant un fait accompli, puis il faut trouver une façon de comment on va payer ça. Puis je pense pas que c'est la façon de le faire en servant des enfants pour mettre un moyen de pression sur les municipalités. Parce que moi, si je serais maire de Maria, je dirais, regarde, c'est plate, vous auriez dû nous entendre avec moi avant. Là, puis je veux dire, je regarderais l'ensemble aussi. Je regarderais les revenus de Carleton, du camping, puis ça. Je dirais, si je paye des dépenses, vous allez me donner des revenus aussi. Ben oui, là, puis tu sais, je le répète, mais on s'est assis avec eux avant le projet. Ils n'ont jamais voulu embarquer avant. Mais on a eu une rencontre à un moment donné où le projet a commencé à être élaboré. J'ai présenté au maire un peu, voici ce qu'on veut faire avec l'Aréna.
Puis le maire de Maria m'a arrêté à la rencontre en me disant, là, laisse faire le projet d'Arena, viens-en au fait, là, combien vous voulez avoir dans l'entente. Ça ne les intéressait pas, ce projet-là. Ils n'ont jamais manifesté un intérêt de s'impliquer dans le projet de rénovation et on n'a jamais voulu les faire payer pour ça. Donc, c'est difficile. Ben, sinon, la position de Maria à l'heure actuelle, c'est de dire, ben, plutôt que d'y aller chaque élément distinct, on peut-tu faire une entente globale puis mettre tous les services, incluant le camping, de dire, bon, mais oui, vous voulez nous faire payer pour notre aréna, mais est-ce qu'on peut se répartir les bénéfices du camping? Nous, on est très volontaires. Carleton-sur-Mer, on est une ville-centre qui a des services qui les offrent partout. Même si on met le camping dans l'équation, qu'on se répartit le déficit de nos opérations, ça va être à notre avantage. Ce ne sera pas 40 000 qu'on va demander à Maria. On l'a fait le calcul. Si on met toutes les infrastructures, incluant les bénéfices du camping, c'est 250 000 que ça coûterait à Maria pour répartir. Donc, est-ce que c'est vraiment le souhait des municipalités avoisinantes que d'élargir? Nous, on aurait tout intérêt à la ville, mais on comprend que c'est pas vers là qu'on veut aller. On s'en tient à l'Arena. Mais au final, il n'y a pas d'économie pour eux à ajouter des infrastructures. J'aurais une dernière question. Les coûts que vous demandez justement à Nouvelle, à toutes les municipalités dans le fond, est-ce que c'est de l'argent, est-ce que c'est un coût qui mettrait en péril Carleton-sur-Mer ou que c'est un montant significatif? Ou? Bien, la question là, est bonne. On est capable de payer l'Arena. Est-ce que Nouvelle a la capacité financière de payer 25 000 pour une entente intermunicipale? C'est la question que nous, on se pose aussi. Est-ce que Maria peut payer 40 000 pour offrir à sa population l'accès à une infrastructure? Nous, à Carleton-sur-Mer, présentement, là, ça varie d'une année à l'autre, mais on a signé une entente avec la piscine de New Richmond. Ça nous coûte 26 000 par année. On n'a rien à gérer. On n'a pas d'employés à gérer en lien avec la piscine, de gestion d'eau puis de relevé. Ça nous coûte 26 000, puis notre population, pour 25 minutes de route, a accès à une piscine. On ne peut pas demander mieux comme entente. Pour nous, c'est beaucoup plus avantageux que de se construire notre propre piscine puis de l'assumer. Donc, on pense que c'est dans cette logique-là que les municipalités devraient réfléchir. Là, on comprend qu'on est ici, on est à Carleton-sur-Mer, puis les gens nous posent cette question-là. Mais cette réflexion-là, moi, je pense qu'elle doit se faire aussi dans les autres municipalités. Est-ce que Nouvelle a une capacité financière? Nous, je l'ai dit, c'est 160$ par compte de taxes en moyenne que ça coûte pour l'Arena. Ce qu'on demande à la municipalité de Nouvelle et à Maria, ça représente 20$ par compte de taxes. Donc, c'est une proportion qui est beaucoup plus faible que ce qu'on assume déjà. On est prêt à assumer 25% de déficit d'opération. On peut ressortir des chiffres, tout le règlement d'emprunt, puis on assume 60% de la balance. Donc, on pense que c'est raisonnable dans le contexte de ce qu'on propose aux municipalités. Quand c'est négocié avant, je pense que c'est raisonnable, en fait. Mais je n'ai pas d'autres questions. À quel moment on l'a fait, cette négociation-là? Je veux dire, il n'y a jamais de bon moment, là, que ce soit aujourd'hui. On dit que les travaux, on ne les fait pas payer pour les travaux, on les fait payer pour les opérations. Ça n'a rien changé. En 2018, j'ai présenté aux municipalités, je vous ai proposé une demande. Il n'y avait même pas de travaux, on n'avait même pas de projet, le papier n'existait pas, il n'y avait pas de programme d'aide financière, et on disait, pouvez-vous nous aider à répartir l'Arena? Donc, puis là, voilà. Oui, j'ai une question à droite, vous demandez de nommer. Oui, Jacob Racine, Scuminac. J'ai deux questions pour vous. La première, sur ce tableau-ci de l'idée à l'action. À l'été 2024, on voit qu'il y a un refus des élus de Maria et de Nouvelle, mais est-ce que Scuminac a refusé? On n'a pas eu de lettre officielle. On a eu une réponse. On aime ça, une bonne tactique. Qui n'a dit mot consent? On va prendre ça comme ça. Deuxième question, vous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui, oui, il y a tout le financement de l'Arena, toutes les tarifications, mais vous allez passer à travers la tarification complète de toutes les infrastructures et de toutes les offres et services de Carleton-sur-Mer. Est-ce qu'il va y avoir des impacts de ce type-là pour, par exemple, le soccer l'été, pour l'utilisation des terrains de soccer, par exemple, pour les autres municipalités, pour les gens qui viennent des autres municipalités? En fait, la double tarification, là, cette logique-là, oui, on l'a mis dans d'autres infrastructures. C'est bon de poser la question. Là. Ce qu'on a décidé de faire, c'est entre autres au niveau du camping municipal, il y a un rabais de 10 pour les résidents qui va s'appliquer au camping. On risque de faire la même chose du côté du golf, du côté des arcs en verre. Donc, c'est des rabais qui vont être associés pour la population de Carleton-sur-Mer. Des rabais, mais pas d'augmentation nécessairement pour les gens de l'extérieur. Non, exact. Oui, merci. Bonjour, Mélanie Boilard-Desrochers. Je suis résidente de Carleton. Si je suis ici ce soir, c'est vraiment pour supporter les autres municipalités. En fait, les autres jeunes, pas les autres municipalités, mais les autres jeunes. L'impact qui pourrait avoir lieu, là, c'est que, en fait, une double tarification, c'est pas là le problème, c'est le montant qui est déraisonnable. Et s'il n'y a pas de nouvelles d'Escuminac puis de Maria,
il n'y aura plus de hockey à Carleton. C'est qu'il faut voir qu'on va être perdant au bout de la ligne, tout le monde. Autant la municipalité que nos enfants. T'sais, il faut voir ça. 1 200 $, moi, je peux vous dire que si je n'étais pas résidente de Carleton, mes enfants ne pourraient pas jouer au hockey. Je ne suis pas capable de mettre 2 400 plus le hockey, plus les hôtels, plus les tournois. Il faut aller dans la logique aussi. Là. Moi, c'est mon point de vue. Je suis résidente, ça n'a pas d'impact sur le coût de mon enfant, bien, de mes enfants. Par contre, les autres, oui. Puis on a besoin de ces jeunes-là pour qu'on continue à avoir des équipes à Carleton. S'il n'y a pas de Marriott, s'il n'y a pas de New Richmond, pas New Richmond, mais Nouvelle, Esquiminac, il n'y aura pas d'équipe complète. L'association, elle va mourir. C'est pas ça qu'on veut. On a une association avec des membres super qui travaillent super fort. Tantôt, vous avez parlé, vous avez dit, on est chanceux dans les tournois, l'argent reste à l'association, mais c'est nous, en tant que parents, qui font le bénévole. C'est pas les employés de la municipalité qui travaillent à la porte à vendre des tickets pendant 8 heures. C'est nous, c'est normal que l'argent revienne à l'association. C'est juste, c'est pas une question, c'est juste un point de vue, puis rendu là, ben si ça continue comme ça puis qu'on manque de jeunes, bien, il n'y aura plus d'association puis on ira jouer au Nouveau-Brunswick. C'est malheureux, mais c'est là qu'on en est. C'est pas le fait qu'ils doivent payer. C'est que 1 200 $, moi, je peux vous dire, je suis une employée saisonnier puis je ne pourrais pas faire jouer mes enfants. Donc, c'est encore mes enfants qui paieraient, leurs enfants qui paieraient. Je paye des taxes comme tout le monde. On paye 160 $ sur nos taxes. Pour l'Arena, charger leurs 160 $ pour l'Arena. On ne parle pas de 1 200, on parle de 160 qu'on paye en tant que résident. 160, je pense que c'est gagné puis tout le monde va être content. Mais le 160, en fait, c'est chacune des résidences du territoire. Puis là-dedans, il y a 400 utilisateurs. En fait, il y a 270 utilisateurs de Carleton-sur-Mer. On a à peu près 2600 résidences avec des comptes de taxes. Donc, tout le monde contribue. Mais ce que ça coûte à la ville par personne qui va à l'Arena, c'est à peu près 1 600 $. C'est ce que ça nous coûte par utilisateur. Ça nous fait plaisir de le faire. Puis je l'ai dit, puis je le répète. Puis avec le hockey mineur, on a toujours offert une gratuité. J'ai nommé les éléments. Puis l'idée, c'est d'offrir ça aux jeunes. Mais à un moment donné, c'est ce qu'on dit, c'est que la ville est tout seule tout le temps à payer pour les jeunes. On demande aux municipalités de nous aider. On sait que le montant est important, mais si on est arrivé avec un montant plus faible, la municipalité ne voulait pas signer une entente, aurait voulu rembourser aux parents, il aurait fallu envoyer une facture. C'est pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une entente intermunicipale avec les municipalités. Et les municipalités voulaient savoir la double tarification parce qu'elles visent à payer le moins cher des deux. Parfait. Donc, mais ça revient à ce que Guillaume a dit tantôt. On prend les enfants pour des otages. C'est ça. C'est les enfants qui payent au final. Bien, nous, ce qu'on dit, c'est cette réflexion-là, on l'a, et ça nous préoccupe grandement. On pense que les municipalités voisines devraient aussi avoir cette réflexion-là, puis devraient aussi se dire, est-ce que nous, on peut contribuer? Est-ce que Nouvelle peut donner, verser 25 000 à Carleton-sur-Mer? Est-ce que Maria peut verser 40 000 à Carleton-sur-Mer pour offrir ces activités-là? Dépendamment toujours du point de vue, évidemment. Donc, il est là l'enjeu. J'ai monsieur à gauche, je vais y aller avec la question. Merci pour l'information assez complète sur le démarche. Oui, Greg Leblanc, résident de Carleton. J'aime bien l'historique et les autres informations assez transparentes et claires. J'habite ici au Carleton, ça fait 13 ans. J'ai utilisé l'Arena peut-être 4 fois dans ce temps-là. Mon fils un peu plus, mais cette année, une fois, lui, j'ai patiné plus sur le Barachois que dans l'Arena, qui est vraiment cool, by the way. Mais je trouve que vous avez pris un leadership, ça fait assez longtemps. Je trouve qu'il y a un manque de leadership dans d'autres municipalités qu'avec les coûts raisonnables de tout ça. Mon fils, il profite de la piscine à New Richmond. Je suis content d'aller là et de ne pas payer des milliers de dollars pour une autre piscine ici. Je trouve que le partage des services entre les municipalités, on est des petites municipalités, on peut se permettre de partager les services qu'on a au lieu de construire une autre Arena Maria ou une autre Escuminac qui ne fait pas de bon sens. Qu'on a des arenas qui ne sont pas pleinement utilisées aussi. Je comprends l'impact sur les familles. Honnêtement, moi, je veux les meilleurs services pour mes enfants aussi, même s'ils ne sont pas en hockey, ils sont dans d'autres choses. Je veux que ça soit accessible pour tout le monde. Mais c'est les municipalités qui ont déjà notre argent qui devraient l'utiliser bien
je trouve. Puis c'est ça l'enjeu sur la table, là. Les leaders. Donc, on a élu ces gens-là pour nous écouter. Ils n'écoutent pas dans d'autres municipalités ici. Ça fait quelques fois que je demande qu'est-ce qu'on paye avec ce dépassement de coûts à chaque année pour un service que je n'utilise pas. Donc, je trouve que vous êtes raisonnable de trouver, essayer de talonner les autres leaders dans notre milieu pour trouver des solutions ensemble. C'est clair, à Maria, ils ont 40 000 $ à payer. C'est clair. OK? Même chose à Nouvelle et autres. Là. C'est juste, je vous encourage, les gens qui habitent dans d'autres municipalités, de vous ramasser vos voisins, les autres voisins, puis aller à vos séances municipales vous-même aussi, pour dire que c'est un service que vous appréciez, c'est vos dollars qu'eux autres ils gèrent, puis de bien le gérer. Puis ils n'écoutent pas. Ben, il y a des élections dans peu de temps, puis on peut les mettre à la porte. C'est ça notre pouvoir comme citoyen aussi, hein, pour l'utiliser. Parce que les autres, ils sont comme un peu contre le mur, puis c'est moi puis d'autres citoyens qui l'ont mis là. Ils ont nous écouté. Merci pour ça, by the way. Là. Mais oui, les surplus au camping, là, j'ai vu les chiffres il y a quelques mois, là. Tous ces surplus-là, ils payent pour l'Arena. On gagne encore des millions de dollars au camping, ça paye pour l'Arena, son déficit. Là. Moi, j'aimerais utiliser cet argent-là pour d'autres choses aussi. Pour d'autres services pour mes enfants, pour mes parents quand ils viennent nous visiter et autres. Là. Donc, merci de talonner des autres municipalités, d'essayer de trouver des solutions. C'est plate de mettre les enfants en otage, effectivement, là, mais quand il n'y a pas d'autres solutions qui sont sur la table, mais des fois, ça prend ça pour qu'ils écoutent. Là. C'est plate. Là. Mais si je serais un citoyen à Maria, je serais un beau maudit contre mon maire là, pour ne pas prendre ses culottes là, puis avancer sur la table avec un peu de moyens qui est là. Donc, je suis rendu là dans mes réflexions. Merci. Bien, merci. Une question, oui, à droite. Oui, moi, c'est pour rectifier une chose. Vous disiez que ça avait commencé, je ne sais pas quelle année, l'Arena, mais en 2017, moi, j'étais à l'Assemblée de conseil, puis vous avez parlé de l'Arena, que vous voulez faire un Arena avec un mont de pente. Puis même là, je vous ai dit que le mont de pente, c'était un pied du pouce, mais vous ayez fini, il n'y aurait plus de stationnement dans la cour de l'Arena. Fait que quand vous donnez des renseignements, essayez de donner des renseignements justes. Je ne sais pas si vous vous rappelez pas, mais allez voir vos ordres du jour, puis ça a été mentionné en 2017 ou 2018, mais je pense que c'est plus 2017. Pour un projet de réflexion, bien, il y a déjà eu avant, en 2013, là, il y avait eu un programme d'aide financière qui avait été déposé, ça avait été refusé. Il y a déjà eu des projets dans l'air, mais le projet que je vous parle, majeur, ce qu'on a fait en 2023 à 2017, là, c'était il a été déposé en 2017, votre projet. Il a été accepté en 2023, mais il était en 2022 ou quelque chose de même, mais il a été déposé en 2017. Je vais sortir les dates, là, mais c'est sûr que le programme d'aide financière n'a pas été ouvert pendant 2-3 ans. Là. On a toujours quelques mois pour déposer, mais on va vérifier les dates. Je peux revenir tout à l'heure. Oui, madame? Allô, Kate McBarté de Nouvelles. Moi, je voulais juste avoir une mise à jour. Dans le fond, je sais qu'il y a des pourparlers avec New Richmond, avec Maria, avec Nouvelles. En date d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des négociations en cours ou que c'est encore fermé? Je veux juste une mise à jour, savoir on est où dans le dossier. Bien, je dirais que dans la dernière semaine, moi, j'ai eu des discussions avec le maire de Maria et avec la mairesse de Nouvelles. Ils ont montré une certaine ouverture à ce que je rencontre les conseils municipaux. Moi, c'est ce que je souhaitais. 2004, l'été dernier, dans notre lettre aux municipalités, on les a demandé. Moi, je les ai invités à ce que je puisse m'asseoir avec eux pour échanger. Ils ont démontré une certaine ouverture, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas de rencontre de prévu encore. J'ai demandé d'avoir des dates, mais on n'a pas encore de rencontre de prévu, mais ils ont dit qu'ils devraient probablement pouvoir accepter de me rencontrer. OK. Parce que dans le fond, nous autres, les parents, on avait eu une rencontre avec la mairesse de Nouvelles puis le conseil. Puis ils nous disaient comme que c'était rendu dans notre cours vu que c'était facturé à nous. Mais dans le fond, il y a encore la possibilité de négociation. C'est encore de leur travail pour nous sauver des sous. Oui, absolument. C'est ce qu'on souhaite depuis, je le dis, je le répète. Oui. Moi, je veux juste m'asseoir avec les municipalités. On a fait une proposition. On peut revoir les chiffres. On peut s'asseoir avec eux autres. On peut rebrasser ça. S'il y a d'autres solutions, s'il y a d'autres idées, des projets d'entente, il y en a dans plein de municipalités au Québec. Chacun a ses particularités. Je vous ai présenté, en toute transparence, ce qui a été déposé aux municipalités, ce qui a été présenté en juin dernier. On peut tout enlever ça puis repartir à zéro avec
les nouvelles ententes. Nous, le principe de base, c'est d'avoir une meilleure équité, de répartir de façon plus équitable les frais, puis de reconnaître ce que les municipalités offrent. S'il faut ajouter d'autres infrastructures, ce que Maria souhaite, la réflexion, ce qu'on dit, c'est on est très volontaire pour avoir une réflexion globale sur les infrastructures régionales. Maintenant, ça peut prendre 3-4 ans à s'entendre sur des réflexions de même. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on peut juste clarifier quelque chose pour l'ARENA, puis on aura la discussion globale au cours des prochaines semaines, prochaines années, peu importe la vitesse qui leur plaira. Mais oui, 100%, on veut s'asseoir avec les municipalités, on est très ouvert à tout revoir. S'asseoir avec les associations, c'est des parents, on est très transparents, puis on veut trouver des solutions. Parfait. Si vous avez je suis d'autres un peu solutions, du même avis que le monsieur de tantôt. Il disait si j'habitais à Maria, je serais enragé contre mon conseil, mais moi, c'est un peu ça aussi. Je voulais juste vous le dire. Merci. Oui, on a une question en ligne. Bonsoir Véronique Nadon. Ma question est la suivante. Quelles sont les retombées économiques des activités reliées au tournoi et activités reliées à l'Arena sur les commerces de Carleton en saison hivernale? Relativement tranquille habituellement. Venant la disparition d'associations, car je pense que plusieurs familles ont démontré leur désaccord et incapacité de payer davantage, est-ce que cela a été réfléchi? Ben oui, assurément, là, on en est conscient. On a des avantages à avoir l'infrastructure chez nous. Je ne sais pas si c'est possible, là, M. Audette, juste de revenir dans ce tableau-là exact. Ce qu'on dit, c'est oui, l'Arena est chez nous. Oui, ça a des impacts positifs pour notre population. C'est pour cette raison-là qu'on dit on va assumer 310 000 le projet de réflexion. On va prendre 25 des déficits d'opération, puis on va le prendre à notre charge. Et ensuite, on va se répartir. Je le ramène, mais ce que la Ville va payer dans l'infrastructure avec cette proposition-là, c'est 198 500 sur le déficit d'opération, 310 000 sur la réflexion du projet. Donc, c'est à peu près 510 000, 505 000, disons, j'arrondis, mais que nous, on prend à notre charge, puis on demande aux municipalités de contribuer pour à peu près 85 100 000 $. Donc, on pense qu'avec cette proposition-là, ça demeure équitable. On demande aux municipalités de faire un effort, mais on pense qu'on fait notre effort, puis qu'on vient reconnaître le fait que oui, l'infrastructure est chez nous, puis que ça a des impacts positifs, puis ça a des retombées à Carleton-sur-Mer, mais ça en a aussi dans les municipalités voisinantes, parce que les tournois des événements. Mais oui, on est bien conscient de ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en ligne? D'autres questions? On peut peut-être, si vous le voulez, poursuivre avec la séance publique, là, comme mentionné. Puis, on vient en séance tout à l'heure pour... Oh, il y en a un autre. Mélanie Leblanc, pour les arénas de Bonaventure et Passebbiac, est-ce que ce type de répartition des frais avec les municipalités, est-ce le même type de répartition des frais avec les municipalités avoisinantes? C'est le même principe, effectivement, qui se fait du côté de Bonaventure. Il y a une entente entre les municipalités voisines qui est pour l'aréna et la piscine. C'est une entente historique là, qu'ils ont renouvelée au fil des années, mais oui, les municipalités de Saint-Siméon, Saint-Alphonse, etc. contribuent au déficit de l'aréna et de la piscine de Bonaventure. Du côté de Passepébiac aussi, il y a une entente, mais il y a un montant qui est facturé aux parents non résidents, puis il y en a un autre aux municipalités. Il y a des municipalités qui ont comme un peu un mélange de tout ça avec une partie de contribution pour les non-résidents, avec un montant qui est demandé qui peut être de 100 $, 150 et la municipalité complète aussi. Donc, il y a des formules hybrides qui se font ailleurs au Québec. Mais du côté de Bonaventure, c'est essentiellement ce qu'on veut mettre en place ici. C'est la même chose pour la piscine de New Richmond. Alors, on poursuit si ça vous va, puis on revient en période de questions là, à la toute fin pour répondre à toute autre question, commentaire, suggestion. Ça nous amène donc au point 3 de l'approbation du procès-verbal. Le 3.1, le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2025. Si vous l'avez tous reçu, c'est conforme à nos décisions. J'aurais besoin donc d'une proposition pour adopter le procès-verbal. Proposé par Régis Leblanc. Merci. On va attendre 2 secondes. Merci. On va donner un petit 30 secondes si vous voulez. Je dirais que ce n'est pas le procès-verbal qui était pourvu ce soir. Ça ne tiendra pas rigueur. C'était proposé par M. Leblanc. En 4 dossiers de la mairie, 4.1, les correspondances. On a reçu 3 correspondances officielles au cours du dernier mois. Une du ministère des Transports et de la Mobilité durable. 12 000 $ accordés à la Ville pour un programme éco-camionnage. Après ça, on a reçu une lettre de remerciement là, du Club Lyon des Chevaliers de Colomb pour la contribution de la Ville en don qu'on avait fait.
Ensuite, l'URLS Gaspésie, l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie des îles de la Madeleine, nous a accordé un montant de 6 468 pour un programme d'assistance financière en loisirs pour les personnes handicapées. 4.2, construction d'une nouvelle urgence et soins intensifs de l'hôpital de Maria. Vous connaissez le projet de Maria là, qui remonte à plusieurs années. Il y a vraiment un consensus sur le territoire. C'est une priorité pour le CIS. Ce qu'on souhaite, c'est que le projet soit inscrit au plan québécois des infrastructures. On veut ardemment que ce projet-là voit le jour de réflexion. Et il y a une pétition qui a été initiée par la municipalité de Maria et demande des appuis. Avec cette résolution-là, ça vient nous autoriser à signer la pétition, puis on va aussi y joindre la résolution d'appui si vous êtes toujours d'accord de la ville qui serait jointe à cette pétition. Quelqu'un propose? Amélie Dallaire propose. Merci. 4.3, Congrès mondial acadien 2029 Baie des Chaleurs. Il y a la Baie des Chaleurs souhaite, tant le Québec-Nouveau-Brunswick, on travaille ensemble en partenariat, déposer notre candidature pour le Congrès 2029. On parle d'une vingtaine de millions de retombées économiques durant le Congrès, donc c'est un événement majeur. Et on est à l'étape de recueillir des appuis des organismes, des municipalités. C'est ce qu'on vient faire ce soir à la Ville. Si vous êtes d'accord, on donnerait notre appui à l'organisation du Congrès mondial acadien Baie des Chaleurs. Et Stéphane Figueroa propose. Merci. 5, dossier de la direction générale et de la greffe. 5.1, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil. Il n'y a pas besoin de résolution, c'est une formalité, mais à chaque année, les membres du conseil doivent remettre leur intérêt pécuniaire, si on est propriétaire d'entreprise, etc., nos propriétés qu'on a aussi sur le territoire. Toujours dans l'optique d'assurer l'impartialité et d'éviter les conflits d'intérêts. C'est déposé. 5.2, c'est le règlement sur la tarification. Je pense qu'on en a parlé abondamment. On pourra évidemment y revenir tout à l'heure, mais on pourrait procéder à l'adoption si vous le voulez bien. Est-ce que quelqu'un demande de vote pour ce règlement? Quelqu'un propose? Denise Leblanc propose. Merci. 5.3, règlement 2025-498 concernant la régie interne et la procédure des séances du Conseil. C'est une obligation légale que toutes les municipalités du Québec ont maintenant. On se doit d'adopter ce règlement-là. On avait passé l'avis de motion en janvier et on adopte ce soir. On vient baliser la tenue des séances du Conseil. Il faut exprimer clairement les séances questions-réponses, le nombre de séances de questions, la durée, etc. Donc, on vient dire un peu, on demande aux gens de s'identifier avant de poser une question. On vient déterminer qu'il y a une question ou une sous-question. C'est vraiment des balises pour nous aider à encadrer les séances. Donc, on n'est pas obligé d'appliquer, mais qui nous permettent d'avoir un cadre parce que malheureusement, il y a eu des débats dans la municipalité au Québec, là, et ce règlement-là prévoit des amendes aussi. On doit prévoir des amendes. Ça fait partie du règlement type. On s'est inspiré de Rimouski et de New Richmond, notamment, pour bâtir ce règlement-là. Quelqu'un propose? Proposé par Régis Leblanc. Merci. 5.4, règlement 2025-499 de type parapluie décrétant de dépenses en immobilisation et un emprunt de 400 000 pour l'exécution de travaux de pavage, avis de motion, dépôt de projet de règlement. Bon an, mal an, on fait à peu près pour 100 000 de travaux de pavage majeurs, plus majeurs, dans les routes de la ville, pour éviter qu'une année, si on en fait 75 000, l'année 125 ou 150, l'année suivante, pour éviter qu'il y ait des grosses fluctuations dans le budget, pour répartir cette charge-là sur la durée de vie utile des travaux. Ce qu'on fait, c'est un règlement parapluie. Ce soir, ce serait 400 000. On prévoit 400 000. À chaque année, on va faire des travaux. Donc, plutôt que d'avoir des grosses fluctuations de budget, on a ce remboursement-là de ce règlement d'emprunt qui est uniforme au cours des prochaines années, c'est sur 15 ans, pour exécuter ces travaux de pavage. Donc, si ça vous va, on pourrait adopter. Puis, il y a des travaux, je n'ai pas la liste pour 2025, mais on va y aller selon les travaux qui sont prévus au plan triennal de mobilisation. Quelqu'un propose le règlement parapluie? Jean-Simon Landry propose. Merci. 6, dossier de la trésorerie. Compte à payer au 31 janvier 2025. Vous avez tous reçu la liste des comptes à payer. Il y en avait pour un montant total de 325. 615 171 comptes à payer. On avait, ça inclut dans des grands éléments là, qui sont dans la liste. Là. Il y avait l'achat d'un véhicule pour notre préventionniste incendie pour les 4 municipalités. 53 185, contribution au centre nautique, là, la Marina, il y avait une subvention de 10 000 qui est octroyée, code part pour la région de 22 000 et on avait, entre autres, l'achat de propane supérieur, propane 16 000 de propane pour l'arène. Alors voilà, vous avez tous reçu la liste exhaustive, ce que j'ai envoyé de proposer pour adopter les comptes à payer. Proposé par Amélie Dallaire, merci.
En urbanisme, maintenant, je vais passer la parole à mon collègue. 7.1, demande de dérogation mineure au 1772 boulevard Perron, l'eau 4 542 758. Monsieur Landry, si vous voulez nous dire. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Ici, on parle d'une résidence située à l'est, extrême est de Carleton-sur-Mer, presque à Maria. Le demandeur fait une demande pour un garage. Il a déposé une première demande qui a été acceptée puisque les plans étaient conformes et en respect de la réglementation. Après avoir obtenu son permis, le demandeur est revenu auprès de la ville pour demander une modification à son projet. Et son nouveau plan ne respecte pas le cadre réglementaire. Le nouveau projet fait en sorte que ces bâtiments secondaires sur sa propriété, parce qu'il y a déjà un abri en plus ailleurs, excèdent la superficie qui est réclamée par le règlement. Les arguments qui sont présentés par le demandeur, c'est que ça serait plus esthétique et que ça lui amènerait plus d'intimité. Les discussions du comité consultatif d'urbanisme l'ont mené à recommander au conseil de ville de refuser la demande de modification du permis du demandeur, puisqu'il est possible d'atteindre ses objectifs qu'il réclame tout en respectant la réglementation en vigueur et que d'accepter une dérogation de ce type créerait un précédent à l'intérieur de la municipalité pour les autres demandes similaires. Donc, la recommandation du conseil, du comité consultatif d'urbanisme auprès du conseil de ville est de refuser cette demande. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un proposeur pour refuser. Posé par Rich, c'est blanc. Merci. 7.2 maintenant, demande de plan d'intégration et d'implantation architecturale, PIA, paysage, au 129 route Beaulieu, lot 3 887 782. Monsieur Landry, merci, Monsieur le maire. Rebonsoir. Le terrain sur la route Beaulieu, pour vous situer, c'est juste en face, je vais parler plus près, excusez, c'est juste en face du chalet des Arpents Verts. Donc, si on quitte le chalet des Arpents Verts, on arrive sur la route Beaulieu, puis directement devant nous, il y a une montagne. Vraiment, elle est juste là. Il y a le propriétaire de ce terrain-là, la montagne, le lot sur le dessus, avait fait une demande de PIA, de plan d'implantation et d'intégration architecturale, puisqu'il a l'intention de se construire un chalet ou une résidence au sommet de la montagne. Cette demande-là était en 2 temps, donc l'aménagement d'un chemin, puis le déboisement au sommet de ce qu'on appellerait un pad pour construire la dite résidence. Dans une première analyse, le comité consultatif d'urbanisme s'est montré favorable à l'aménagement du chemin, qui vraiment, de la façon dont il est présenté, respecte totalement l'esprit du règlement et le code réglementaire. S'ils font un chemin tel que présenté, c'est de ce qu'on veut. Mais à ce moment-là, les informations qui étaient présentées pour le déboisement au sommet, à l'extrémité du chemin, là, les informations que le CCU avait ne lui permettaient pas de se positionner sur cette demande-là. Donc, si on recule là, d'une réunion du conseil de ville ou peut-être 2, le propriétaire il a eu l'autorisation d'aménager son chemin, mais s'est vu refuser son plan de déboisement. Il est revenu auprès du CCU avec une nouvelle demande pour le déboisement de ce qu'on appellerait son pad de construction. Là, à défaut de meilleur mot, je m'en excuse. Les informations qui ont été présentées au CCU étaient partielles et ne permettaient pas au comité d'avoir une idée claire du projet du propriétaire et ne permettait pas de garantir que l'esprit du règlement a l'effet que le déboisement effectué serait minimal. Donc, puisque, malgré que ce soit une deuxième analyse, puisque les informations qui ont été soumises au comité consultatif d'urbanisme n'étaient pas suffisantes afin de garantir le respect du règlement, mais le comité consultatif se positionne à nouveau en défaveur de cette demande et recommande au conseil de ville de la refuser. Merci
M. Landry, si vous êtes d'accord, ça va prendre un vous de proposeur pour refuser cette demande-là. Comme dans la première, dans 7.1, mais elle donnait un refus, mais le demandeur a simplement à redéposer, à retravailler son projet dans ce cas-là, à nous revenir avec plus de précision pour qu'on puisse l'accepter. Quelqu'un propose? Proposé par Denise Leblanc. Merci. 7.3, demande de PIA, toujours pour l'implantation d'intégration architecturale au 394 rue de la Montagne, lot 6 289 433. Monsieur Landry. Merci, Monsieur le maire. La demande présente est une demande qui a été analysée en 2021 par le comité consultatif d'urbanisme. À l'époque, le CCU s'est positionné en faveur de ce projet-là et le conseil de ville a autorisé la délivrance d'un permis de construction pour le chalet sur le lot qui est situé dans la montagne. Depuis, le propriétaire n'a pas réalisé son projet et le cadre réglementaire a évolué. Le plan d'implantation et d'intégration architecturale dans la zone a été revu, modifié. Donc, pour obtenir une autorisation pour la construction d'un nouveau chalet sur la montagne, celui-ci doit correspondre au cadre réglementaire en vigueur aujourd'hui. Après analyse, c'est le cas. Le projet respecte en tout point les critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Et voilà, donc le comité consultatif recommande au conseil de ville d'autoriser la délivrance d'un permis de construction pour le 394 rue de la Montagne. Merci, M. Landry. Quelqu'un propose? Esteban Figueroa pour la proposition. Merci. Je vous amène au point 8, dossier développement économique et tourisme. On a un 8.1, 3 de mandat de gestion de projet en signalétique à la chaîne graphique. Je l'ai mentionné tout à l'heure dans les premières questions. Donc, c'est la chaîne graphique, c'est une entreprise locale là, qui va nous accompagner pour l'estimation budgétaire à jour du projet d'affichage, le suivi auprès des fournisseurs et l'installation du système d'affichage sur le territoire. Le montant pour réaliser ce mandat-là, c'est 5 650. Ce qu'on souhaite, c'est que l'affichage soit en place pour 2025. On va espérer qu'on puisse être en mesure de réaliser ce projet-là avant la fin de l'année, la présente année. On pourra vous présenter, là, quand on aura les versions finales, évidemment, cette proposition-là de nouvel affichage, là, on refait l'affichage actuel. Il y a des pancartes qui vont être plus grosses, d'autres plus petites. Là. Il y a vraiment un effort parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il s'en est implanté dans les 40 dernières années, un peu partout, là, différents styles, différentes grosseurs. Maintenant, on a vraiment travaillé avec des professionnels pour harmoniser, pour avoir des pancartes qui sont spécifiquement d'affichage pour les gens qui sont à pied et à vélo, d'autres pour les voitures avec des grosseurs différentes. Donc, ça risque d'être beaucoup plus clair. On voyait qu'il y avait beaucoup de confusion sur la rue du Quai. Les gens cherchent comment accéder au parc Germain-des-Lauriers. Les gens qui allaient sur la rue du Quai avec leur roulotte pensant que le camping était là, ou bref. Le sentier pédestre, souvent les gens se demandent sont où les sentiers pédestres, les accès. On veut tout clarifier, tout ça. Le secteur de l'OTG, les arpents verts aussi, pas très bien indiqué. Donc, on veut faire un bon ménage puis mettre le tout conforme pour 2025. Alors, quelqu'un propose le 3 du mandat? Régis Leblanc fait la proposition. Merci. 8.2, renouvellement du mandat d'entretien paysager des plates-bandes pour 2025. C'est la firme Service Horticole Terra qui fait l'entretien de nos plates-bandes. C'est un montant de 16 480 sans les taxes applicables. Là, historiquement, il y a quelques années, on était plus du double. Là. Il y a eu une grande diminution des mandats d'entretien paysager parce qu'on fait des efforts pour avoir beaucoup plus de plantes vivaces, pour avoir des plates-bandes qui sont plus résilientes, qui nécessitent moins d'entretien, tout en étant de belles factures. Donc, ça vous va, cette proposition pour donner le contrat 2025. Proposé par Mme Leblanc, qui a travaillé fort sur ce dossier-là. L'embellissement de Carleton-sur-Mer, qui nous vaut 4 fleurons d'ailleurs. 8.3, modification du représentant de la Ville au conseil d'administration de l'administration portuaire de Carleton-sur-Mer. L'administration portuaire, c'est un OBNL qui est mandaté par Pêche Océan Canada pour gérer les quais. Tous les ports pour les petits bateaux qui sont la propriété de Pêche Océan sont toujours administrés par des administrations portuaires. Et là, il y avait historiquement Alain Bernier qui représentait la Ville. Comme il a quitté il y a quelques mois maintenant, là, il n'y avait eu pas d'activité de la part de l'administration portuaire, mais ils relancent leur activité. Donc, on souhaitait mettre à jour et nommer, dans ce cas-ci, M. Vincent Landry, directeur du développement et du tourisme, pour y représenter la Ville au sein de ce conseil d'administration. Je propose Jean-Simon Landry a fait la proposition. Merci.
En 9, dossier loisirs, culture et communautaire, renouvellement 9.1 de l'appui financier pour le projet Bouge ta vie. Pour ce projet-là, M. Landry va se retirer de la prise de décision. C'est aussi retiré des discussions tout à l'heure en séance de travail. Essentiellement, Bouge ta vie, c'est un projet qui vise à transporter les jeunes d'un peu partout vers les écoles, l'école secondaire pour faire de la pratique d'activités parascolaires. La contribution qui est demandée à Carleton-sur-Mer est de 5 118,64 par année. C'est une attente de 3 ans pour offrir ce service-là à notre population. Si vous êtes d'accord, j'aurai besoin d'un d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par Amélie Dallaire. Merci. 9.2, autorisation pour la course Bouge jusqu'au bout du monde. C'était historiquement là, un projet qui était mené par Bouge pour que ça bouge. Maintenant, c'est le centre de service scolaire là, qui est responsable de l'organisation de cet événement-là, qui aura lieu les 24 et 25 mai prochains. Les jeunes des polyvalentes vont courir d'à partir de la polyvalente de Matapédia jusqu'à Percé. Et ça prend les autorisations de l'ensemble des municipalités sur le tronçon là, pour le permettre à avoir des activités de la sorte sur les routes. Donc, ce qu'on viendrait faire ce soir, c'est simplement une autorisation pour qu'ils puissent emprunter la Côte-Mars sur la route 132. Il n'y a pas de demande d'aide financière là-dessus. Est-ce que j'ai un ou une proposeur pour l'adopter? Jean-Simon Landry propose. Merci. Travaux publics en 10, on n'avait pas ce soir. 11, dossier de la sécurité publique. 11.1, embauche de pompiers temps partiel pour le service sécurité incendie Avignon-Est. C'est toujours un défi, le recrutement de pompiers. Maintenant, ça fait 1 an qu'on travaille avec le service unifié. On fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Ça porte fruit. On a fait l'embauche de plusieurs pompiers et pompières. Ce soir, on embauche près de 3. Mme Véronique Laplante à la caserne 78 de Maria, M. Vincent Leblanc-Falardeau à la caserne de Maria et M. Jérémy Lapointe à la caserne 80 de Nouvelle. Les embauches seraient effectives à partir d'aujourd'hui, 10 février. On va leur souhaiter évidemment la bienvenue au sein de notre équipe. Quelqu'un propose? Proposé par Esteban Figueroa. Merci. 11.2, rapport annuel des interventions du service incendie Avignon. C'est simplement, chaque année, on se doit de déposer un rapport qui sera remis à la MRC, qui, elle, collige tous les rapports sur le territoire pour l'envoyer au ministère de la Sécurité publique. Juste pour vous dire, là, très succinctement, il y a eu 41 interventions du côté de Maria, 39 du côté de Carleton-sur-Mer, 30 interventions à Nouvelle et 8 à Escuminac au cours de la dernière année. On n'a pas besoin de proposition pour cet élément-là, c'est simplement un dépôt. Alors, prochaine séance en point 12. La prochaine séance aura lieu, on va revenir à nos bonnes vieilles habitudes, à la salle Lavoie Saint-Laurent de l'Hôtel de Ville, le 10 mars prochain à 19h. On peut passer, avant de vous passer la parole pour les gens dans la salle, faire un petit tour de table habituel, à commencer par Mme Leblanc, si vous avez des éléments. C'est le moment. Merci à vous, Monsieur le maire. Je m'adresse particulièrement aux gens d'affaires. C'est dans le but de vous informer. Ça fait quand même un certain temps qu'on n'avait pas eu l'occasion de rencontrer nos gens d'affaires dans le milieu du monde des affaires. Et là, on est à l'étape de planifier et de bien préparer différents points pour vouloir échanger avec vous autres. Et le déjeuner est prévu le 25 février, normalement à 7h30. Fait que bien sûr, j'invite la population en général à vouloir venir là, c'est-à-dire les gens d'affaires, excusez-moi, pour être là, pour pouvoir échanger avec nous autres et discuter de différents points. Merci. Merci, Mme Leblanc. Mme Dallaire. Oui, merci, Monsieur le maire. Je suis intervenue dans mon dossier de participation citoyenne. Juste pour vous informer que le 28 janvier dernier s'est tenue une rencontre de consultation en vue de l'aménagement du parc de l'OTJ de Saint-Omer. Il y a une douzaine de citoyens qui ont été présents. C'était super intéressant d'entendre les idées, des belles idées qui sont sorties. Puis juste pour vous informer, là, le reste de la population, il est encore temps de déposer des projets. Vous avez jusqu'au 21 février. Donc, il reste 10 jours environ pour déposer un projet. Il n'y aura jamais trop de projets, donc c'est intéressant si vous avez des idées pour aménager ce parc multigénérationnel-là, donc des espaces autant pour les aînés que les jeunes familles, que les adultes. On a l'intention d'enlever de l'asphalte pour mettre des surfaces gazonnées, des espaces de jeu. Alors, si vous êtes intéressé, vous avez des idées, allez déposer un projet. Puis, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être porteur seul. L'équipe de la Ville va vous aider à développer votre projet, estimer les coûts et tout ça pour qu'il soit soumis au vote, en fait, pour les citoyens qui vont voter pour le projet qui sera choisi. Alors, plus il y aura de projets, plus ça va être intéressant d'étudier le dossier. Alors, 21 février, mettez ça à votre agenda. Merci. 125 000 qui est à disposition pour réaliser un projet.
Pardon? Qui dit mieux. Qui dit mieux, oui. Monsieur Landry. Excusez. Rebonsoir. Juste prendre quelques instants pour dire que le conseil de ville s'est récemment entretenu, en fait, c'était mercredi dernier, avec les gens du Mont-Saint-Joseph, donc du parc régional du Mont-Saint-Joseph. Il y a 3 membres du conseil d'administration, puis le directeur Olivier Côté-Vaillancourt qui est venu s'entretenir avec nous. Puis c'était une belle rencontre que je qualifierais d'importante, qui a permis de mettre les deux organisations un peu sur le même diapason. Pas tout à fait encore, mais de réouvrir les canaux de communication, qui l'étaient déjà. Je vais essayer de choisir mes mots. La communication était bonne, puis tout, mais mettons de mieux comprendre leur réalité, de verbaliser leur réalité, où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur projet, puis de revoir peut-être comment est-ce que la ville peut être un meilleur partenaire dans cette relation-là. On est déjà partenaires, on travaille ensemble tout le temps. Le Mont-Saint-Joseph, c'est super important. On l'a d'en face ou dans le dos à tous les jours. Donc, ça va mener à la création comme d'un comité de suivi. Le but, c'est de revoir, comme je le disais, comment est-ce qu'on va travailler ensemble, comment est-ce qu'on peut mieux les soutenir, comment est-ce qu'on peut atteindre des buts communs ensemble. Puis on va très, très prochainement commencer à travailler de façon plus serrée sur un comité où je siégerai, où mon collègue Alain Turcotte siégera également avec leur équipe. Puis Antoine sera là aussi pour supporter toute cette belle démarche. Donc j'ai bien hâte de voir où est-ce que ça va nous mener, puis comment ça va évoluer. Fait que voilà, c'est une petite mise à jour côté Mont-Saint-Joseph. Et on aura éventuellement d'autres mises à jour à vous donner sur ce sujet. Merci. Merci. M. Figueroa. Bonsoir tout le monde. C'est le mois de février, c'est février festif. J'aimerais ça encourager la population de Carleton et des villages autour aussi de venir participer aux activités qui sont organisées par Bouge pour que ça bouge. C'est quand même assez intéressant de faire bouger familles, des petits et des grands. Là. Il y a toutes sortes d'activités. Ça s'étale jusqu'à la semaine de relâche, je pense, des activités dans le cadre de février festif. Donc, profiter de tout ce qu'on peut offrir. La ville fait un apport monétaire, me semble, financier aussi, pour que ça bouge, puisse offrir ce genre d'activité-là à Carleton. Sinon, j'ai quelques rencontres de travail qui s'en viennent là, dans certains dossiers que je suis attitré à la ville, notamment pour la politique familiale et personnes aînées. Là, on est sur le peaufinage de la dernière version. J'ai vraiment hâte de présenter ça au conseil. Là, on n'a pas encore la chance de le voir, mais ça s'en vient. On espère pouvoir approuver ce nouveau plan là, pour les prochaines années. La politique familiale. Et puis aussi, là, je participe toujours comme observateur au comité vert de Carleton. Donc, il y a une rencontre qui s'en vient, là, je pense que c'est la semaine prochaine. Donc, on est là avec le directeur de l'urbanisme pour répondre aux questions des citoyens impliqués qui tient vraiment à l'environnement, le changement climatique et tout. Puis, on essaye quand même d'aller de l'avant avec leurs questionnements puis de poser des actions concrètes par rapport à ces enjeux-là. Voilà, merci. Merci, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Vous dire que mercredi prochain, le comité culturel de la ville de Carleton-sur-Mer, qui est constitué de l'ensemble des partenaires qui sont reconnus officiellement par la ville de Carleton-sur-Mer, on parle de Théâtre à tour de rôle, le clandestin, Maximum 90, le Festival Bleu-Bleu, etc. On se remet au travail pour la saison qui s'en vient, donc rencontre quasi printanière, donc mercredi prochain. Tout le monde va mettre un peu sur la table sa programmation, les concertations à faire, etc., pour vous assurer une magnifique saison culturelle au printemps et à l'été. Vous dire aussi que cette même journée-là, vous connaissez le discours actuellement ambiant au niveau des arts au Québec, au niveau de la problématique du financement. Dans les solutions à apporter, un peu comme l'a fait le monde du livre, le monde du spectacle, vous invite le 12, en plein cette journée-là où on sera au travail, à faire l'achat d'un billet de spectacle, d'un billet de cinéma ou quelque chose de façon symbolique. On sait qu'on va aller voir bientôt un film ou aller voir un spectacle. Bien, si on fait une concentration le 12, ça va donner un signal, etc.
Vous dire aussi que je siège, moi aussi, comme Esteban, comme observateur sur un comité de travail qui est le Festival de journalistes. J'en ai parlé à la dernière réunion. Là, tout est confirmé. La programmation sera connue en mi-mars. Les billets seront en vente, possibilité de réservation à la toute fin du mois de mars. Et il y a une journée supplémentaire. Je vois des nouvelles personnes ici. Le festival qui se tenait sur 3 jours va être sur 4 jours. La journée du jeudi sera dédiée à la jeunesse, donc nos jeunes du primaire, du secondaire et du collégial seront invités à rencontrer des journalistes, à vivre des activités, etc. Fait que, merci d'être venus nombreux ce soir nous voir. Ça nous a fait plaisir. Merci. Merci, M. Leblanc. De mon côté, je vais continuer à différentes représentations dans plusieurs dossiers, là, mais entre autres, cette semaine, là, j'ai des rencontres là, du côté à Québec là, avec différentes formations politiques pour parler du rôle des villes de centralité. J'ai parlé d'infrastructures supralocales tout à l'heure, mais je représente aussi dans le cadre de mes implications, là, 64 villes-centres partout au Québec, là, dans toutes les régions, et on va échanger avec les différents partis d'opposition puis avec plusieurs ministres sur ce qu'on fait comme ville de centralité dans l'ensemble des régions du Québec, les services qu'on offre et pour avoir des reconnaissances, notamment sur les infrastructures supralocales. Ça fait partie des enjeux qu'on a. On veut sensibiliser là, différentes formations politiques à nos défis, à nos enjeux puis à nos besoins en termes de financement. Continue à travailler aussi. J'ai des rencontres prochainement sur les services de garde là, pour travailler à ajouter des services de garde sur notre territoire. On en a grandement besoin. Le logement aussi, évidemment, ça fait partie des priorités. Et j'espère avoir des rencontres aussi fructueuses sur le projet d'entente intermunicipale. Alors, peut-être en réponse aux préoccupations de M. Essiam, avant de vous laisser la parole, là, on a fait des petites vérifications. Là, M. Audette a vérifié. Le programme d'aide financière qui a financé le projet d'Arena pour 1,9 million, c'est le PAFIR là, du ministère de l'Éducation, des loisirs et des sports. C'est en 2020 que le PAFIR a ouvert. Puis on a toujours quelques semaines pour déposer. Mais dans les années 2017-2018, la Ville avait déjà travaillé sur un projet pour rendre le bâtiment accessible. Il y avait des aides financières spécifiques sur l'accessibilité des bâtiments. On avait déposé quelque chose, mais ça n'a pas été accepté. Mais ce n'est pas le projet de réflexion qu'on a connu en 2023. Alors voilà, assez parlé. Je vous laisse la parole pour les gens dans la salle. Questions, commentaires? Oui, M. Essiam. Moi, pour la politique amie des aînés, là, je trouve ça un peu bizarre parce que je vous demande de rouvrir le chemin du camping. Il n'y a pas eu de neige d'hiver, puis ça a été barré tout l'hiver. Les personnes aînées, ils aiment ça aller prendre une petite drive là. Ça fait depuis le printemps passé que je vous demande ça. Comment ça se fait que vous ne l'ouvrez pas? Oui, c'est un commentaire qu'on a pris. Là. On va le regarder, pas pour cet hiver, mais pour l'hiver prochain, assurément, on va le regarder. On l'a bien noté. L'hiver prochain, il va peut-être avoir donné. Puis après ça, il y avait une autre affaire. Ah oui, pour Passepébiac, les petits joueurs, ils payent 100 $, les joueurs dans dehors. 100 $ du joueur. Puis, je regardais ça. Si vous prenez l'exemple, les jeunes, là, le 2B, ils commencent de nouvelles ou de nouvelles ou ben non de Skibonac, là, si on veut. Puis, ils vont jusqu'à Passepébiac. Fait que le petit jeune de Maria puis de Nouvelle, il va payer 1200 $ d'inscription de plus que le petit gars de Passepébiac qui joue dans la même équipe que lui. Trouvez-vous ça normal? Et il réfléchissant bien, c'est pas logique. Lui, on dirait c'est comme c'est comme la régionalophobie, là, un peu. Là, c'est dur à comprendre. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas cette tarification-là aux jeunes. C'est pour ça qu'on vise encore des ententes intermunicipales. C'est un peu une négociation à la trompe. Si vous avez d'autres solutions, à nous proposer là, sur les ententes pour arriver à des ententes, on est preneur, mais on n'en a pas trouvé encore, puis on fait plusieurs années qu'on se pose cette question-là. Je vais y aller avec monsieur à ma gauche, M. Leblanc. Oui, c'est une bonne discussion. Je pense que, juste pour répondre un peu à ça, là, on accepte de payer, comme de se rendre en dette pour le hockey, mais il n'y a pas d'autres comme sport ou de la culture ou d'autres aspects de la vie où on accepte de prendre autant de dettes par année pour investir dans... Moi, j'aimerais que mon jeune, il y ait la TA puis d'autres choses, puis des grands investissements de ça. C'est difficile. La culture au Québec, on coupe. Et au hockey, là, je sais que c'est comme
le fête canadien, tout ça, là, c'est cool, mais il y a d'autres choses dans la vie. Et donc, je veux juste comme prendre pas de recul, puis on a tous nos préférences dans ça, là, mais juste comme voir l'ensemble de l'offre pour les parents, pour les enfants. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de sous mis sur la glace, mais pas dans d'autres activités à faire. Et donc, moi, je trouve ça important de nommer qu'il y a une panoplie d'autres services qui sont sous-financés, dont j'aimerais voir nos enfants avoir des options aussi pour les sports de qualité, l'offre culturelle et autres. Là. Donc, je trouve que c'est important de nommer. Merci. Je vous dirais peut-être en réaction à ça, c'est sûr que ça fait partie des défis. Là. Tout à l'heure, il y a des gens qui posaient la question, pourquoi maintenant avec la tarification? Mais il n'y a jamais de bon moment, mais lorsque l'aréna a été mise en place dans les années 70, il y avait un aréna. Il n'y avait pas beaucoup, mais maintenant, on soutient, le monde municipal a beaucoup plus de responsabilités qu'avant. Au niveau de la culture, là, c'est tout près de 300 000 là, ce que ça coûte à la ville, là, mettons, à maintenir le Quai des Arts, les organismes, on subventionne. On parlait de février festif, c'est des activités qu'on fait. Donc, je n'ai pas le détail, mais dans le budget de la ville, à chaque année, on rajoute des initiatives. On soutient le Mont-Saint-Joseph, c'est 400 000 qui a été donné pour donner accès sentier pédestre. On ajoute toujours des initiatives pour offrir des services à la population. Donc, lorsqu'il y avait juste l'aréna, c'est une chose, mais maintenant, on a tellement d'infrastructures, tellement d'activités, puis on veut continuer à le faire, mais c'est justement pour cette raison-là qu'on cherche à aller chercher l'apport des municipalités voisines, parce qu'on pense qu'il y a plusieurs activités, puis il faut en offrir le plus possible à notre population. Si on se met ensemble, on va être en mesure d'avoir une offre encore plus grande. C'est ce qu'on souhaite. C'est clair. Je vous laisse aller, oui. Bien, une autre possibilité, j'ai visité une petite municipalité en Alaska à un moment donné, puis les autres, aux États-Unis, c'est différent, mais ils taxent les produits pendant juste l'été. Donc, quand les touristes arrivent, là, ils débarquent de les croisières et tout ça, ils taxent à ce moment-là, puis ils utilisent ça pour investir dans le service pour le reste de l'année, où c'est purement les résidents qui en profitent. Là. Donc, c'est comme, il y a peut-être d'autres façons, on a tendance au Québec de juste regarder le Québec, là, mais il y a d'autres modèles ailleurs dans le monde là, qui peuvent être intéressants dans l'esprit créatif de comme, maximiser les sous qu'on peut mettre à notre disposition. Puis ici, on double de population pendant 2 mois de l'été. Est-ce qu'il y a une façon de, comme, je ne veux pas les gruger, je suis content qu'ils sont là, mais peut-être il y a une façon d'utiliser ça comme levier davantage pour réduire le coût pour les services le reste de l'année. En tout cas. Pour le service de garde, là, moi, je me trouve dans un pétrin présentement parce que ma blonde a pris une contrat de travail, je n'ai pas de place en garderie. J'utilise les services de haute garderie à la maison de la famille qui sont sous-financés pour ce genre de service-là, qui peut pallier des familles comme nous autres entre-temps d'avoir une place en garderie. C'est un service intéressant, mais honnêtement, ils sont sous-payés, sous-financés comme organisme pour ça. Puis, je crois avec un peu plus de sous d'engagement de la municipalité, peut-être il y a une meilleure offre qui peut être faite que juste 1 jour par semaine pour les familles qui en ont besoin. Donc, ça, c'est une possibilité entre-temps d'avoir une extension du CPE ou de plus de place au milieu familial. Donc, j'aimerais mettre ça sur la table aussi. Je ne sais pas si des réactions à ça. Oui, oui, absolument. On pourra le regarder plus en détail. Là, on avait une demande dans la maison de la famille pour une exemption de taxes là, que la municipalité a appuyée. Là. Je ne sais pas si on a la réponse de la commission municipale, oui. Ils ont été acceptés. Donc là, il n'y aura pas de taxes qui sont prélevées sur le bâtiment qui habite. Donc, ça va leur donner un coup de pouce indirectement. Pas indirectement, directement. Là, mais oui, s'il y a d'autres possibilités, on pourra le regarder avec eux. Excellent, c'est bon. Dernier point, je ne sais pas si vous êtes des fans de la Ligue des droits et libertés. Moi, oui. Je trouve leurs propos sont vraiment intéressants. C'est des gens très éduqués avec un angle différent sur les droits humains. Puis le dernier numéro, c'est sur les villes et leur capacité de répondre aux droits humains au niveau du logement, justement l'accessibilité aux services pour les personnes handicapées, plein d'autres volets. Moi, je trouve que pour sortir des médias, que c'est juste des soundbites d'information, la Ligue des droits et libertés, ça plonge dans des sujets très intéressants à l'actualité. Pour moi, c'est une source d'information très riche qui est inspirant. Puis je trouve que dans le numéro actuel sur la ville, ça peut être inspirant pour vous autres aussi, puis toutes les municipalités dans la région. Donc, je le nomme là, je glisse la possibilité. Peut-être vous pouvez juste acheter un numéro pour les élus ou pour les employés ou des cadeaux pour les
les maires là, ailleurs pour être inspirés pour ce qu'on peut faire au niveau des droits humains. Vous faites déjà beaucoup, mais ça donne des petits angles de plus de réflexion pour aller plus loin dans certains aspects pour nos besoins de base de la population. C'est bon, merci, c'est noté. Je n'étais pas au fait de ça. Je l'ai noté de mon côté, puis de notre directeur général aussi. Là, il écoute, là, mais évidemment, les séances sont filmées, sont enregistrées. Donc, les notes, là, il ne prend pas de notes là, actives durant la rencontre, mais il retourne le lendemain, puis il écoute la cassette. Puis, on ne manque rien de ce que vous nous dites, évidemment. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Simon Bert de Carleton. En fait, c'est plus une question de clarification. Là, tantôt, on parlait que le coût par rapport à l'Arena, du 160 par maison de Carleton, par compte de taxes, de ce que je comprends, est-ce que ça incluait le règlement d'emprunt ou c'est seulement par rapport au déficit de fonctionnement? Puis si c'est pas seulement par rapport au déficit de fonctionnement, est-ce que c'est possible d'avoir le chiffre que ça nous coûte pour le fonctionnement par rapport à... ça inclut les deux, c'est à peu près moitié-moitié, 80-80. On comprend que c'est une moyenne, là, mais c'est à peu près 80 pour le déficit d'opération, 80 pour le règlement d'emprunt. Merci. C'est bon, à quelques dollars près, là, mais ouais. Le déficit d'opération, c'est 310 000 maintenant, là, en 2025. Puis, 330, puis le règlement d'emprunt, c'est 310. Donc, on est à peu près dans les mêmes eaux. 1000. Oh, j'ai une question en ligne avant, monsieur, là, comme vous avez posé déjà des questions. Je vais y aller. Marie-Pierre Leblanc, est-ce que vous prévoyez prendre part à la rénovation de l'Arena de Nouvelle par la suite? Bien, écoutez, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est prêt à s'asseoir avec les municipalités puis discuter. Dans notre proposition, ce qu'on souhaite, c'est de dire on assume le coût des infrastructures, on se répartit le déficit d'opération, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. C'est ce qui se fait dans beaucoup d'infrastructures. Maintenant, si on veut tout mettre ensemble puis se répartir les investissements, on est ouvert à discuter. Il y aura des investissements à venir aussi à l'Arena. On sait qu'on va devoir continuer à investir. On sait qu'on a au moins 1,5 million à rajouter dans l'Arena. Donc oui, on peut s'asseoir avec les municipalités puis regarder tout ça, si on le fait de façon équitable puis dans la globalité. Mais ultimement, Carleton-sur-Mer sera toujours gagnant de ce genre d'initiative-là, puisque on est la ville-centre qui a le plus d'infrastructures supralocales. Donc, à chaque fois qu'on parle de répartir, c'est bien important de le comprendre que pour nous, c'est toujours à notre avantage. Donc, ce n'est pas nécessairement ce qu'on souhaite. On est conscient de la réalité des autres municipalités, mais à l'échelle du territoire, pour nous, ça va toujours être un avantage de travail de cette sorte-là. On veut y aller de façon raisonnable, puis on pense qu'avec ce qu'on demande pour l'Arena, c'est ce qui se passe. Et Marie-Pierre Leblanc aussi, avez-vous déjà pensé ouvrir votre cantine à l'Arena plutôt que d'attendre que ce soit le temps de faire la glace? Je pense que vous auriez quelques bénéfices à faire avec toutes ces heures de pratique là. OK. Pratique la semaine. Excusez. Je pense que vous auriez quelques bénéfices à faire avec toutes ces heures de pratique la semaine. Voulez-vous faire payer les utilisateurs non résidents? Pourquoi vous cernez seulement le hockey et le patinage artistique? Bien, ça serait à voir, là, mais des fois, on a essayé différentes formules là, à la cantine. C'est sûr que c'est un poste qui on s'entend, là, c'est un service qu'on offre, là, qui est déficitaire. Donc, à un moment donné, dans les différents choix qu'on avait à faire, on avait réduit le nombre d'heures d'ouverture de la cantine dans l'objectif d'économiser des coûts. Après ça, est-ce que c'est possible d'en ajouter? Oui. Mais oui, ça peut faire partie des possibilités. Mais on avait décidé, là, il y a peut-être 2-3 ans, dans toute la démarche de réflexion avec les municipalités, on avait réduit, entre autres, cet élément-là pour faire diminuer notre déficit à répartir, qu'on souhaitait répartir entre les municipalités. Oui, monsieur. Moi, j'avais oublié tantôt de demander ça. Vous dites qu'il y avait 12 personnes pour le projet de l'OTJ à La Réunion. Trouvez-vous que c'est d'intérêt général? S'il y avait juste 12 personnes qui s'intéressent à ça, il me semble que... Bien, en fait, cette rencontre... Je suis 4012, c'est pas un gros pourcentage. Bien, à cette rencontre-là, l'idée, c'est de... S'il y a des gens qui voulaient réfléchir à des projets, échanger sur des projets à mettre en œuvre du côté de l'OTJ pour le budget participatif, ils pouvaient venir là. C'est pas une rencontre obligatoire, c'est optionnel, donc il risque d'y avoir plus de projets que ce qui a été discuté là. Puis ultimement, le budget participatif, il y a quand même, on se compare à d'autres municipalités au Québec, là, on a 10-15 % de taux de participation de gens qui viennent voter pour les projets. Donc pour nous, ça demeure une initiative qui est
très apprécié, puis c'est un succès qu'on veut maintenir à la ville. Parce que avec la grosse dette que Carleton a, je pense qu'à un moment donné, il va falloir penser à économiser à des places, là, arrêter de gaspiller. C'est toujours ça le défi. Le défi qu'on a comme conseil municipal, c'est d'essayer d'arriver avec une charge qui est équilibrée pour nos citoyens en maintenant un développement, en ayant un milieu de vie qui est attractif pour que les gens, nos citoyens, aiment puis veulent venir s'établir à Carleton-sur-Mer puis y rester puis y vivre. Donc, c'est toujours de trouver un équilibre à travers ça. Puis c'est ce qu'on s'efforce à faire. On pense que, oui, on est capable de mettre en place un budget participatif. Ça répond à des besoins. Ça a permis de faire lever une dizaine de projets dans les dernières années, puis des projets qui sont grandement appréciés. Là. Je pense au mini-golf, entre autres. Bon, il y en a une dizaine qui ont été réalisés. L'éclairage du trottoir de bois, etc. La population apprécie cette initiative-là. Je comprends que pour vous, c'est pas nécessaire, c'est pas utile, mais de façon générale, les commentaires qu'on a sont très positifs sur cette initiative-là. C'est les 12 mêmes qui vous donnent les commentaires. Ça ne change pas grand-chose. Puis, je voulais dire d'autres choses, mais ça m'a ressorti. Ah oui. Carleton, le slogan, c'est entre mer et montagne. Mais de la manière qu'on s'en va là, on va s'échouer dans une montagne de dettes. Si on regarde ça. La dette est sous contrôle. Je n'ai pas tous les tableaux, on l'a déjà présenté, mais la dette a diminué. On sait qu'on a des gros investissements à venir, mais la richesse foncière uniformisée, la valeur des bâtiments augmente. Donc, ce qu'on regarde, c'est le ratio de la dette par rapport à notre richesse, puis on est en bonne posture. Oui, notre dette est élevée, mais on a la capacité de l'assumer. Puis on arrive à la contrôler au fil des années. Là. Je pourrais vous ressortir les données, les tableaux, là, mais on est quand même... Effectivement, la dette est élevée. Là, on en est très conscient, mais elle est sous contrôle. Oui, la valeur des bâtiments augmente, mais la capacité de paiement des résidents n'augmente pas, elle. Il y en a bien que ça diminue là, avec toutes les épiceries qui augmentent, puis tout. À un moment donné, si les taxes montent de 100$ par année, dans 10 ans, ça fait 1000$. À un moment donné, il faudrait que vous pensiez aux résidents de Carleton. C'est bien beau là, pour le projet de l'Arena, vous pensez à nous autres, mais il y a d'autres affaires que vous avez gaspillées, puis vous gaspillez encore pour rien. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour ça, moi, ici. Merci. À ma gauche, maintenant? Oui, pour faire du pouce sur juste le... votre nom, s'il vous plaît, avant, même si on se connaît, pour les gens en oui, ligne c'est dans ça. la salle. Nicole Cyr, Carleton. Pour revenir sur le projet, pour le point de M. Essiam, le projet participatif, je voudrais dire que c'est loin d'être un gaspillage, d'abord. Moi, pour y avoir déjà participé, dans la première, je pense que c'était à la première vague, j'avais présenté le projet des lumières sur le trottoir de bois. C'était à l'époque, je pense, un projet d'environ, vous aviez mis un budget de 75 ou 80 000. Je ne peux pas voir là-dedans où est-ce qu'est le gaspillage d'argent pour le trottoir de bois qui est illuminé. Je prends celui-là parce que c'est celui-là qui me concerne. Je trouve que le budget participatif, là, c'est vraiment un beau projet, puis c'est une initiative qui a fait lever beaucoup. Même s'il y a 12 personnes, c'est un projet qui est ouvert à tout le monde. Il y a beaucoup de publicité de fait à ce sujet-là. Les gens qui sont à la maison puis qui vont lire la publicité, ça ne veut pas dire parce qu'ils n'ont pas été à la réunion cette journée-là qu'ils ont de l'intérêt pour participer également. C'est loin. L'année passée, il y a eu le projet du mini-golf qui a été choisi, je pense. C'est loin d'être du gaspillage. Le mini-golf, il a été vraiment beaucoup... Il a été achalandé au cours de l'été. Les touristes en ont profité. Je ne pense même pas que vous avez fait du déficit avec ça. On a même fait de l'argent avec le mini-golf, étonnamment. On offre des balles à 2 $ par balle pour rendre service aux gens, puis on a fait 11 000$ en vente de balles. C'était pas l'objectif. Je vois pas. Mais ouais, non, mais je vois pas le gaspillage là-dedans, là, pour répondre à monsieur là-bas. Pour deuxième point, je voulais apporter également que vous avez vraiment fait une belle... une synthèse pour la tarification, là, pour l'Arena. C'était clair, net et très compréhensible. Moi, je viens souvent aux réunions. Je ne viens pas aux réunions municipales participer. Bien, je suis toujours sur le webinaire. Puis, depuis longtemps que j'ai participé aux réunions municipales. Puis, c'est pas un projet qui est arrivé dans l'air là, comme ça. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Puis, on savait que... Puis c'est également dans d'autres municipalités, puis dans des villes, les gens également, les municipalités environnantes
sont également appelés à participer puis répondre également. Je vous remercie, puis vous faites du beau travail. Bien, merci pour les commentaires, c'est très gentil. Il y avait d'autres questions, commentaires? J'en vois pas, donc on pourrait procéder à la levée de la séance. Si quelqu'un veut bien, Denise Leblanc propose. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous tous et à toutes, aux gens en ligne et sur place.